Bonsoir à tous. Donc merci d'être là aussi nombreux pour la première édition des Cafés RH de la promo 2019, qui va rester dans le même concept que les anciens Cafés RH, c'est-à-dire d'échanger du coup des expériences et des pratiques entre toutes les personnes qui sont présentes. Je tenais également à vous rappeler que du coup le Café RH est filmé et donc retransmis en direct sur les pages du master et Personance. Donc si vous prenez la parole, bien mettre le micro à côté de la bouche pour qu'on vous entende bien. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter nos deux intervenants qui nous viennent tout droit de Paris, qui font partie des Assises du droit social. Donc Benoît Girardin, président des Assises du droit social, et Thomas Xantip, secrétaire général. On applaudit. Et moi, on ne me présente pas. Si, on peut toujours vous présenter. Je vous présente Cécile Cazoroche, qui est maître de conférence et qui nous animera la soirée, bien sûr. Donc, concernant notre sujet, quels enjeux pour la fonction RH ? Je pense qu'on peut demander à Marina pourquoi ce thème, bien sûr. Alors effectivement, un thème basé sur l'avenir du travail, c'est assez vaste, mais c'est un sujet d'actualité puisqu'on a beaucoup de changements qui se jouent en ce moment au niveau des technologies, par exemple, et ça affecte le monde du travail. Et en tant que RH d'aujourd'hui et de demain, je pense qu'on a le devoir du coup d'anticiper et d'accompagner ces changements. Mais Louise, on peut également se demander d'où nous est venu ce sujet. Eh ben, en fait, pour être franche avec vous, la promo 2019 a été au BIT. Le BIT, c'est le Bureau international du travail à Genève, en début octobre, on y a été. Et le BIT, c'est un organe de l'OIT, et l'OIT fête son centenaire l'année prochaine. Et pour cet événement, pour cette occasion, ils ont soulevé la problématique de l'avenir au travail. Qu'est-ce que le travail sera demain ? Et de ce fait, on a trouvé intéressant de vous le présenter, puis d'échanger ensemble, surtout parce que c'est le but d'un café RH. Et je pense que pour illustrer mieux, on peut leur lancer notre petite vidéo. Attention, c'est en anglais. Work, what it is and how we do it, is changing as never before. It's changing our societies as well, in ways that we could never have imagined. Globalization, climate change, technological advances, and rising inequality, these are key drivers of that change. But the policies we set as a society will steer the course of the future of work. So, what kind of future will that be? The International Labour Organization wants to know. What does work mean to us, not only in terms of earning our living, but in giving our lives meaning and direction? Where will jobs come from, and what form will they take? If we are struggling to create 40 million jobs per year for everyone who wants work today, how will we manage to find decent jobs for the millions more who will need it in the future? What will the enterprise look like tomorrow? The internet and digital technology is mediating work in entirely new ways. We're seeing the fragmentation and globalization of production in global supply chains. What are the implications of this new global division of labor? How fair can we make the future for all of us? How can we shape, manage, and encourage these changes to keep the world moving towards social justice and fairness at work? As the ILO heads towards its centenary in 2019, its Future of Work initiative will draw on the realities being lived by workers, employers, and governments around the world to help shape the policies of the future with global consequences for all of us. The future is not decided. The future is not inevitable. It's not technology alone that will decide. It's not demography alone that will decide our future. The fact of the matter is, we are here to build our future. The future we want is there for us to create. Je crois que c'est ça l'avenir, hein, c'est le travail en anglais. C'est pour ça qu'on l'a mis en anglais.
Donc, comme vous pouvez le voir, l'avenir du travail, c'est un sujet qui nous concerne tous, partout dans le monde. Et du coup, pour recentrer un peu le sujet de notre café RH, on a voulu accentuer la discussion autour des nouvelles organisations du travail et du sens donné au travail. Alors, ce soir, nous avons 2 intervenants et il serait bon que vous vous présentiez et surtout à l'association que vous avez créée et l'ADN de cette association, parce que je crois que sur ce 35e Café RH, nous avons l'habitude depuis maintenant 15 ans d'avoir des échanges, des prises de parole, et je crois que c'est aussi l'ADN de votre association, donc nous allons nous enrichir de nos mutuelles différences. Eh bien, merci. Merci déjà de votre invitation. J'avais pas vu le film et la première réflexion qui me vient est la suivante, c'est-à-dire que le droit du travail change, les manières de travailler changent. Il y a peut-être en amont une 3e chose qui change, c'est la manière d'en parler. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est qu'en réalité, l'association que je préside, donc les Assises du droit social, sont dans cet esprit-là. On est parti d'une idée toute simple, ou plutôt d'un constat, où on peut se promener un petit peu. Et puis alors, si vous avez des questions, m'interrompez, enfin, il n'y a aucun problème. On est parti du constat suivant, c'est que on trouvait que toutes les questions du droit du travail étaient abordées un peu en silo, de manière, je dirais, un peu sclérosée. Vous avez les DRH qui discutent à la NDRH, vous avez les syndicats qui discutent, pas souvent entre eux, mais en tout cas au sein des syndicats, vous avez des avocats qui vont discuter, des avocats de salariés dans des syndicats, à Paris par exemple le SAF, ou les avocats d'employeurs au sein d'un autre syndicat d'employeurs qui s'appelle Avocial. Et donc toutes ces personnes parlent des mêmes sujets, n'ont pas toujours évidemment les mêmes idées, mais en tout cas parlent des mêmes sujets et ne se croisent jamais. Et on s'est dit, c'est quand même ballot. Pourquoi ne pas réunir autour d'une même table, de mettre ensemble toutes ces intelligences, de se parler, trouver des points d'accord, trouver des points évidemment de désaccord, mais de faire avancer le schmilblick ensemble. Eh bien, ce truc-là n'existait pas. Donc on s'est dit, si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Et donc, on a créé les Assises du droit social. Alors, le nom porte évidemment le nom du colloque, puisque ça a été notre première manifestation. J'ai vu tout à l'heure que le titre de votre soirée, enfin de ce Café RH, était le titre que nous avons utilisé pour notre colloque, les nouveaux visages du travail. Simplement pour revenir à l'ADN de ce qu'est notre association, on a mis autour de la table tous les représentants, les acteurs de ce que j'appelle la planète sociale. Donc, petit à petit, on est allé chercher un, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, on a mis autour de la table, c'est la composition du conseil d'administration. Nous avons pas tout à fait encore. Au moment où je parle, on a 3 organisations syndicales. On a la CGT, on a la CFDT et on a la CGC. Bon, chez FO, ils ont un peu de mal pour nous trouver quelqu'un en ce moment, mais ça va pas tarder. Et puis, on a quelqu'un de la CFTC qui arrive. Donc, c'était très important pour nous que l'on ait cette représentation syndicale. Nous avons des DRH de grosses boîtes. On a le patron du social de chez France Télé, de la FNAC, de Thales. On a des avocats. Oui, j'ai pas dit, je suis aussi avocat. Je suis aussi avocat à Paris. Donc on a un autre avocat, c'est la vice-présidente plutôt d'employeur, Pascal Lagesse. On a un avocat de salarié, qui est l'avocat historique de la CFDT. On a le vice-président du Conseil de prud'homme de Paris, CFDT. On a un prof, monsieur Antoine Mattei. Donc on a essayé de réunir à peu près, les stars, en tout cas certaines, chacune dans leur domaine. Madame le ministre Myriam El Khomri nous rejoint à partir de janvier, et c'est avec ces personnes d'horizons diverses que nous avons créé les Assises du droit social. Donc ça, c'est la composition du conseil d'administration. Donc vous l'avez compris, la première ADN, et je pense que c'est une nouvelle manière d'aborder les questions de droit du travail. Oui, on peut ne pas être d'accord, et c'est pas grave,
mais on va quand même faire avancer le schmilblick ensemble. Premier ADN. Deuxième ADN, et c'est peut-être celle qui est la plus importante, c'est une nouvelle manière de parler du droit du travail, mais c'est surtout une manière positive. C'est-à-dire que je pense que, bon, ça n'a échappé à personne, le monde a changé un petit peu, en tout cas ces dernières années, qu'on a basculé, je pense, pour aborder ces problématiques, on est sorti des postures d'hier un peu de combat de l'employeur contre les salariés. Ce truc-là vient d'exploser en vol. Et aujourd'hui, on est capable de parler positivement, ensemble, du droit social, parce qu'on considère tous que le droit social, les ressources humaines, le dialogue social est un truc absolument génial. Et ça, c'est la deuxième ADN. Oui, le dialogue social, c'est un truc canon. Et comment on l'illustre au sein de l'association ? Eh bien, on l'a illustré grâce à quelqu'un dont j'ai tué le nom pour le moment, qui est effectivement également dans le conseil d'administration, c'est monsieur Franck Morel, qui est le conseiller social du Premier ministre. Et quand j'ai soumis cette idée des ADS à Franck m'a dit, Benoît, banco, et il y a un truc qu'on pourrait faire, c'est organiser le concours de l'accord collectif le plus innovant de l'année. Banco. Et donc, nous avons lancé l'année dernière, quelques mois avant le colloque qui a eu lieu le 20 septembre, le premier concours de l'accord collectif le plus innovant de l'année. On a eu énormément de candidatures, même si on s'y est pris un peu au dernier moment, avec une communication encore à parfaire. Suivez ça l'année prochaine, vous allez voir, ça va être un énorme buzz. Et globalement, l'idée, c'est, bah oui, le dialogue social, c'est un truc canon, et oui, on en parle de manière positive. Donc, le prix qu'a gagné, c'est EDF. Alors, vous allez me dire, c'est une grosse boîte, etc., etc. Bah oui, mais ça commence aussi là. Et en fait, on a, sans trahir les secrets des délibérations, ah oui, il faut que je vous dise un mot, le jury était composé donc de Franck, qui le présidait, Franck Morel, de Pascal Lagesse, la vice-présidente de l'association, du professeur Anton Mattei et d'un garçon absolument charmant dont vous avez tous entendu parler, qui est Jean-Claude Mailly. Donc on avait, je dirais, une certaine, là aussi, pluralité au sein de ce jury, et c'est pas à l'unanimité, mais quasi. C'est EDF qui a gagné. On a récompensé un accord. Alors, Thomas le connaît mieux que moi, mais je vais quand même en dire un petit mot. Qui porte sur l'accompagnement des parcours syndicaux et des représentants élus au sein de l'entreprise. Globalement, je vous donne l'idée, enfin l'idée c'est la suivante. Le concept, c'est qu'en fait, l'employeur considère que le salarié qui va être élu ou qui va occuper un mandat syndical va progresser et apprendre quelque chose qui va servir à l'entreprise. Et donc, on accompagne l'élu ou le syndiqué dans ses fonctions. Typiquement, dès que le gars est élu, hop, il est reçu par les ressources humaines. Et tout au long de son mandat, on l'accompagne. Et donc, c'est un accord qui est très pratico-pratique. C'est pas un accord lambda avec des déclarations d'intention comme on en voit parfois. On est dans le concret et en réalité, on valorise et l'employeur valorise le parcours syndical. Voilà, en quelques mots, l'ADN des ADS. Le colloque qu'on a organisé le 20 septembre est dans cet esprit-là. Donc toujours transversalité, on parle des ressources humaines de manière positive, et puis aussi toujours un accent fort, parce que on n'est pas là pour parler des ordonnances Macron, il y a plein de gens qui l'ont fait beaucoup mieux que nous. On est toujours dans une optique innovation. Voilà ce qu'est les ADS. Un petit mot, et après je me tais, sur ce qu'on va faire en 2019. Parce que le colloque du 20 septembre, qui a réuni, on était quoi, 700 personnes, professionnels, des RH, très peu d'avocats, très peu de consultants, donc que des gens qui ont les mains dans le cambouis, vraiment. On a eu environ 70 intervenants, plutôt, Thomas vous en dira un mot tout à l'heure, plutôt haut de gamme. Donc ça, c'était notre première manifestation, étant précisé que le colloque aura lieu chaque année.
au mois de septembre à la Maison de la Mutualité. Nous travaillons d'ores et déjà sur le programme 2019. Mais les ADS, ce n'est pas qu'un colloque. Notre idée est, bon, alors évidemment, un peu comme vous, de faire un peu de réseau, de se faire rencontrer les gens, mais toujours avec cet ADN où on se rend compte, on ne peut pas faire de dialogue social et des ressources humaines sans les partenaires sociaux. C'est impossible. Et puis, si on se met à en discuter entre nous, globalement, enfin entre nous d'un côté ou de l'autre, on va se dire les mêmes choses et ça n'a pas grand intérêt. Donc on organise 2 rencontres chaque année. La première, je n'ai pas encore la réponse. La première personne qui est invitée, c'est Monsieur le Premier ministre, autour de 50 DRH et de 30 personnalités du monde, surtout syndical, mais aussi un peu universitaire et judiciaire. Et pour contrebalancer, je dirais, cette posture, puisque le Premier ministre a quand même une couleur, eh bien, le deuxième dîner qui sera organisé, et là, c'est quasi certain, parce que le premier, je n'ai pas encore la réponse, j'ai bon espoir, on a invité les 5 patrons des organisations syndicales, ensemble. Alors, on n'a pas la réponse des 5, on n'est pas sûr d'avoir les 5, je pense qu'on en aura au moins 4, mais l'idée, c'est toujours cette transversalité. Voilà une des activités de 2019. Une autre, à laquelle je suis très attaché, parce que c'est bien beau de faire du réseau, de faire des colloques, c'est hyper intéressant, on se rend compte, etc. Mais l'idée aussi, c'est de faire avancer le schmilblick. Donc, l'association, avec son conseil d'administration, va se saisir d'un sujet sur lequel il y a des choses à faire. L'idée, et je vais vous dire le sujet parce qu'il a d'ores et déjà été arrêté, c'est le travailleur indépendant. Donc pour 2019, notre sujet c'est ça, le travailleur indépendant. L'idée est que toutes les personnes et donc toutes ces sensibilités syndicales, patronales, universitaires, judiciaires, se mettent d'accord sur un constat. Et je pense que le constat sur le travailleur indépendant ou le travail indépendant, on va tous à peu près tomber d'accord. L'approche économique, ou alors, je vais peut-être faire en hurler certains, mais surtout s'il y a des libéraux dans la pièce, mais le travailleur indépendant est l'activité en France qui est la moins chargée, donc qui crée une différence financière extrêmement importante par rapport au salariat. Donc première approche, et déjà il y a un truc qui est déconnant. Donc comment on fait ? Une approche historique. C'est très intéressant de voir. Alors vous allez dire, je remonte à Mathusalem, mais à la fin du 19e siècle, alors c'était il y a longtemps, mais à l'échelle du monde, c'est assez peu, 85% de l'activité professionnelle était indépendante. En réalité, l'activité du salariat est une activité assez récente. Donc, oui, assez récente. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un retour de balancier. Donc cette approche historique est extrêmement intéressante. Et puis aussi une approche juridique, où c'est quand même s'il y a eu des arrêts récents qui viennent préciser le truc, mais pour avoir plaidé plusieurs fois ces histoires de requalification, vous allez au prud'homme, soit pour défendre, soit pour demander une requalification. Vous ne savez jamais trop comment vous allez être croqué quand même, avec les risques. En cas de requalification, je parle par exemple d'une PME qui va faire bosser un indépendant, ça va durer des années, et puis un jour le gars dit je suis salarié, je demande la requalification, vous pouvez mettre une boîte sur le tapis quand même. Donc on a une vraie difficulté aujourd'hui, car il n'y a pas de définition assez précise de ce qu'est ou pas le travailleur indépendant. Donc l'association va se saisir de ce sujet pour faire un constat commun et surtout ensuite des solutions. Il est évident qu'avec la diversité qu'il y aura autour de la table, on ne va pas tous avoir la même idée. Mais l'idée est d'avoir un rapport polyphonique. Il y aura des points d'accord, il y aura des points de divergence. Et ce travail, donc on va mettre 1 an à le faire, et ensuite nous irons remettre ce rapport au pouvoir public en leur disant, voilà le constat, le travail indépendant, c'est le bordel. Voilà les solutions. Voilà, il y a des points de convergence avec tel et tel syndicat. Là, on n'y arrivera jamais.
Vous avez les pistes, maintenant, vous les pouvoirs publics, vous vous mettez au boulot et vous nous pondez quelque chose. Voilà à peu près ce que seront les travaux des ADS. Évidemment que je vous invite à rejoindre. L'adhésion est gratuite. Et pour participer à nos travaux, il y aura d'autres rencontres thématiques. Mais je sens que j'ai déjà parlé beaucoup. Vous me redonnerez peut-être la parole tout à l'heure. Voilà ce que sont les ADS et je vous remercie. Merci de nous avoir présenté l'ADN des ADS. Donc vous faites des colloques, des dîners. Tout ça, c'est des formules qu'on connaît depuis Aristote, mais les thématiques sont nouvelles, et notamment le travailleur indépendant. Moi, en cours, je considère que c'est ce que j'appelle les stratégies d'évitement du droit du travail, c'est-à-dire qu'on va demander à des salariés qui étaient des salariés, de créer par exemple une auto-entreprise, d'être indépendant pour surtout ne pas appliquer le droit du travail. Donc il y a peut-être une question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on veut éviter le droit du travail? Donc d'où après évidemment les problèmes de requalification. J'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir répondre. Mais vous avez dit qu'on aurait peut-être des points de vue divergents, donc on peut commencer. Alors vous allez maintenant nous présenter thématique par thématique un petit peu ce qui avait été abordé lors des assises et on va rebondir ensemble, c'est-à-dire qu'on va refaire les assises à la mode dijonnaise et donc ça va nous monter au nez forcément. Alors c'est terrible parce que on va aborder 3 thèmes. Donc déjà il faut que je prenne sur moi parce que tous ceux qui m'ont eu en cours savent que je suis très attachée au plan en 2 parties et donc d'ores et déjà je m'adapte et on va faire un plan en 3 parties. Aïe. Donc je vous laisse présenter la première thématique. Comment dans les assises vous avez abordé votre première thématique? Alors déjà, les assises, on l'a vu, c'est les visages, les nouveaux visages du travail de demain. Ce que je trouve important aussi de rappeler, c'est que c'est aussi vos visages à vous, puisque vous allez être sans doute la génération qui va devoir accompagner cette transformation majeure qui est vraiment pluriel, qui balaye toute la question du travail contemporain. Et surtout aussi cette question du sens du travail, alors qui se pose encore avec des générations qui peut-être vont quitter le travail dans les années qui viennent avec la retraite, mais énormément avec les générations qui viennent d'entrer dans le monde du travail et qui ont des attentes aussi très fortes sur la liberté dans le travail, etc. Donc on avait un plateau sur l'avenir du travail humain et cette question aussi du sens du travail qui était composé de Maître Albiol, qui est dans un cabinet, grand cabinet d'affaires parisien, de Monsieur Brial, qui travaille dans une structure, dans une grande entreprise, et Monsieur Bouzou, qui est assez connu en ce moment puisqu'il a commis un petit pavé dans la mare en cette rentrée 2018 avec son livre Management et la comédie humaine, donc qui remet en cause des évidences aujourd'hui qu'on partage parfois sans trop y croire sur la question du management. Et puis Daniel Linhart, qui est professeur en sociologie au CNRS, qui observe le travail donc avec un regard universitaire, un regard un peu plus lointain que les opérationnels sur le terrain, mais du coup c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'elle peut projeter ce que le travail contemporain aurait de moderne et ce qu'il peut aussi avoir encore d'archaïque. Et d'ailleurs, Benoît le rappelait avec le travailleur indépendant, il y a peut-être quelque chose qui revient en arrière, peut-être, par rapport à la question du salariat. On va y venir. Et puis Franck Morel, on l'a cité tout à l'heure, conseiller social du Premier ministre et qui ne portait pas que la parole du gouvernement, mais qui avait une parole institutionnelle, mais qui projette aussi des choses dans ce que les pouvoirs publics essayent de transformer et d'accompagner, de devancer. Alors ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Un petit mot sur Franck Morel, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Il a écrit un bouquin, je ne sais pas si... en fait, c'est un peu le papa des ordonnances. C'est-à-dire qu'il a écrit un bouquin 6 mois avant, un an avant l'élection de Macron, sur comment moderniser le droit du travail. Et alors, il n'est pas le seul, mais on peut considérer que Franck est l'un des pères des ordonnances. Effectivement. Et alors, donc Nicolas Bouzou, dont je vous parlais à l'instant, donc a un peu ouvert cette assise en partant sur cette peur qui peut étreindre tout un chacun, individuellement ou collectivement, de ce que l'innovation pourrait amener des destructions d'emplois.
Donc il y a vraiment cette inquiétude. Or, finalement, on voit que dans l'histoire, vraiment, quand on observe les choses de manière profonde, on se rend compte qu'avec la destruction créatrice théorisée par Schumpeter, eh bien, il y a effectivement des destructions d'emplois qui sont générées par l'innovation et les nouvelles technologies et les machines notamment, mais l'innovation est plutôt un coefficient multiplicateur d'emplois, puisque aujourd'hui, même si en France on a un taux de chômage encore très élevé, à l'échelle mondiale, on peut dire qu'on n'est pas très loin du plein emploi en réalité. Alors, évidemment, il y a une question sur la qualité des emplois qui sont occupés, mais toujours est-il que l'être humain sur la planète globalement, travaille. Au-delà de ça, se pose du coup la question du sens et de la qualité de cet emploi, et c'est plutôt moins le nombre que le sens qui est posé, avec potentiellement l'augmentation des inégalités que peuvent générer l'innovation et les nouvelles technologies, et puis la qualité du management. Alors là, ça concerne plus les structures qui organisent vraiment le travail, donc les entreprises. Et donc là, dans la qualité du management, on peut voir qu'aujourd'hui, ces dernières années, on a développé énormément de choses sur la qualité de vie au travail, mais qui sont parfois des gadgets managériaux, hein, les séances de yoga au travail, les espaces de sieste, etc., qui peuvent être des éléments où on nous racontera que le travail va être plus heureux, mais en réalité, les demandes qu'on voit chez les salariés en particulier sont plutôt des demandes sur la liberté dans le travail, les marges de manœuvre, le fait d'être en possibilité, en liberté dans son champ d'expertise, dans son champ, dans son cœur de métier, plutôt que l'environnement de travail tel qu'il pourrait être un peu fantasmé avec ce qu'on voit en ce moment dans la Silicon Valley. Je ne sais pas si là déjà à ce stade il y aurait des échanges ou des questions. Je pense que le cœur du sujet quand même, c'est qu'on est avec des RH, et les RH, ils savent ce que c'est qu'un contrat de travail. C'est ce qui caractérise le contrat de travail, c'est le lien de subordination. Alors quand on parle de travailleurs indépendants, de liberté, c'est la définition ça serait une éventuelle remise en cause du lien de subordination. Donc c'est de ça dont il faut s'interroger, c'est est-ce qu'on garde l'idée du contrat de travail après, quelle que soit l'activité, ou est-ce qu'on s'attache à l'activité et qu'on revoit la notion de contrat de travail? Donc, autrement dit, ça serait repenser totalement le droit du travail, parce que notre code du travail, son point de départ, c'est il s'applique quand il y a un contrat de travail, et un contrat de travail, c'est le lien de subordination. Donc, que pensez-vous de la faisabilité? Est-ce que dans vos entreprises, on peut envisager de nouvelles formes de travail par le travail et non plus le contrat de travail? Hélène, je sens que tu veux parler. Mais si, tu as toujours quelque chose à dire. Non, mais pas du tout. Je demandais à Samuel de remettre son mot de passe. Parce que l'environnement de travail digital nécessite aussi des compétences humaines et un peu de réflexion. Et peut nous poser des petites surprises. Mais je rebondis du coup sur le lien de subordination, puisqu'on avait, je vous l'ai dit, Danielle Linhart du CNRS qui était présente et qui a eu un propos assez, on dirait, disruptif aujourd'hui sur la question du lien de subordination pour le salariat. Le salariat reste la norme. Pour l'ensemble des travailleurs, en tout cas dans les économies dites développées. Ça reste un cadre de socialisation fort. Les gens, de manière globale, sont quand même attachés à travailler ensemble, à être intégrés dans des collectifs, à vivre le travail au-delà simplement de sa nature productive. Il y a un fort enjeu sociologique à travers le travail, et même identitaire. Mais le lien de subordination, lui, peut générer des effets potentiellement délétères. Potentiellement, on le voit alors. Le droit s'en est emparé à travers des questions liées au harcèlement moral, à la violence que peut générer le travail aujourd'hui sur le plan psychologique. Hier et encore aujourd'hui d'ailleurs, la pénibilité du travail. Mais il y a aussi cette question. Encore une fois, je m'adresse à vous puisque vous êtes destiné à faire du management RH et aussi du développement managérial. La question du manager aujourd'hui, c'est-à-dire comment les leaders dans l'entreprise aujourd'hui arrivent à mobiliser, à redonner du sens dans le travail. Donc ça, c'était un élément fort autour duquel on a débattu, à savoir aujourd'hui, on a des startups, par exemple,
qui affiche un mode de fonctionnement horizontal avec des organisations où on a le sentiment que chacun, alors déjà beaucoup de ludique aussi, mais aussi où chacun serait libre de s'auto-manager. Sauf qu'on voit que paradoxalement, la pyramide est peut-être moins étoffée, mais souvent, ça s'organise autour d'un leader charismatique. Donc, avec une idée qui n'est pas forcément aussi émancipatrice que ce qu'on pourrait croire dans cet horizon qui paraîtrait indépassable aujourd'hui. Donc, dans le salarié, et encore une fois, les startups sont dans un format adapté à une certaine taille d'entreprise, sauf que... Et aussi à une certaine activité. Je vois pas une chaîne de production où chacun serait libre de faire comme il veut, au moment où il veut. Ça serait vite l'anarchie. Donc, justement, un spécialiste du e-learning, et tu peux nous dire un peu ce que tu en penses, toi, chez Essilor. Est-ce que tu revêtrais une autre façon de manager ? Bonsoir à tous, Nicolas Héron, DRH pour Essilor France. Alors en fait, moi je m'apprêtais à répondre à la première question, qui était la question au départ sur peut-on envisager de nouvelles formes de travail dans l'organisation. Alors j'avais envie de dire oui, mais effectivement le oui avec le oui mais. Au sens où c'est bien un plan de partie. Exactement. Au sens où tout dépend effectivement de la nature des activités. Dans le scope que je pilote aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels ou des thématiques sur lesquelles cette dimension est complètement envisageable. Je pense à nos départements IT, où finalement pratiquement 80% de notre effectif sur un sujet qui est pourtant hyper stratégique aujourd'hui dans notre activité et dans la relation client qu'on est en train de vouloir développer, est occupé par des personnes qui n'ont aucune envie d'être en contrat avec nous et qui développent en fait des activités de prestat. On n'est plus dans la stratégie d'évitement là alors. On n'est plus dans la stratégie d'évitement puisque en fait, si on veut pouvoir attirer ce type de profil, c'est justement la proposition de cette nature d'activité qui va faire qu'on va pouvoir les voir nous rejoindre. Donc j'ai envie de dire oui et oui, il faut l'assumer. D'autant plus que, je voudrais faire politiquement incorrect à nouveau, mais peut-être pour rejoindre les stratégies de contournement que tu pouvais évoquer tout à l'heure, Cécile, c'est que bien souvent dans des groupes internationaux tels que les nôtres, finalement, on a des sujets qui sont abordés et qui n'existent que parce qu'on est en France. Et en fait, ils ne sont abordés nulle part ailleurs. Donc effectivement, pourquoi on évite un certain nombre de sujets ? Parce que parfois, ils nous ralentissent par rapport à ceux avec qui on peut travailler à l'échelle internationale. Et alors, troisième point, alors c'était le rôle effectivement du manager et puis effectivement comment il peut évoluer et faire avancer ses équipes. Là également, j'aurais envie de dire, tout dépend de l'activité. Pourquoi je dis ça, c'est qu'on vient de passer 7 heures avec les étudiants aujourd'hui à parler de ce qu'on appelle le lean manufacturing, lean office ou lean design, et tout est fait dans ce type de modèle d'organisation pour être basé sur des logiques d'efficience, et ces efficiences sont basées sur des modèles uniques que chacun doit s'approprier. Donc, par essence, sur ce type de concept-là, tout ce qui est liberté au travail, tout ce qui est initiative est, à proprement dit, régulé dans l'organisation, justement pour garantir l'efficience opérationnelle de l'activité. Alors, donc, je pense que la liberté régulée, est-ce que c'est de la liberté, Exactement. Et d'ailleurs, c'est toute la discussion qu'on a pu en voir ensemble aujourd'hui avec nos étudiants. Donc, j'ai envie de dire que finalement, il n'y a pas de vérité, que tout dépend de la nature de l'activité dans laquelle on évolue. Tout dépend également, au fond, des aspirations des équipes avec qui on travaille. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer sur un scope qui va d'activités purement opérationnelles d'usine et qui ne demande qu'à une chose, c'est d'être cadré dans leur activité, jusqu'à des activités marketing, CRM et compagnie qui sont basées dans des logiques de créativité. Et en fonction de la nature de ces activités, bien évidemment que les aspirations sont différentes et bien évidemment que les modèles doivent être adaptés en termes de comportement, de management et d'approche de nos équipes. Vous m'offrez une transition sur un autre propos qui a été partagé lors de cette assise, notamment de Maître Albiol, qui a insisté sur la nature de l'activité et sur du coup le bon cadre. Alors là, c'était un cadre plutôt plus juridique que managérial. Le bon cadre, est-ce que c'est le contrat de travail qui doit rester la norme absolue, ou est-ce que justement, alors c'est un petit peu le fil rouge, je pense, de notre soirée, le travailleur indépendant et son statut
à créer encore va permettre aussi de décloisonner certaines problématiques autour du travail. Et est-ce que du coup, on le voit, pour réguler le travail dans l'entreprise, le meilleur outil n'est-il pas, et je trouve qu'on est rentré peut-être dedans de manière un peu tardive, l'accord collectif d'entreprise. Alors là, on ouvre un champ plus vaste puisqu'on sait qu'il y a, il y a 40 000 accords signés chaque année quasiment, donc il y a du bon et du moins bon. Il y a des accords qui se contentent aussi de ne faire qu'un copier-coller de ce que le cadre légal les inciterait à faire. Et on a aussi, nous, des organisations syndicales qui se sont exprimées lors de nos assises pour nous dire que elles étaient porteuses parfois de volonté d'innovation, de créativité, d'intelligence collective, mais que parfois c'était plutôt côté employeur qui avait une frilosité à vouloir faire bouger les lignes dans l'entreprise, pas uniquement pour des raisons organisationnelles comme celles que vous avez évoquées. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Thomas. Il se trouve que les 36 000 accords qui sont signés par an, j'en ai parlé aux assises à l'occasion de l'ouverture du débat et d'un petit discours que j'ai fait. Parce que je vois que parmi vous, il y a quand même beaucoup de jeunes. On ne se rend pas compte de ce que c'est 36 000 accords signés par an. Et je rebondis sur ce que dit Thomas, parce que Thomas, avec son côté toujours de mesurer, etc., dit oui, mais il y a des accords aussi qui sont pas terribles, il y a machin. Il y a 36 000 accords qui sont signés par an. C'est-à-dire qu'on a une vision du dialogue social à la télévision quand on voit les patrons d'organisations syndicales venir gueuler sur les retraites, les machins, etc., et qui donne une image du dialogue social qui est épouvantable, qui n'existe qu'à la télé. Alors, si je puis me permettre... Je termine là-dessus. Il y a 36 000 accords par an. Ça veut dire quoi, 36 000 accords par an? Ça veut dire qu'il y a 36 000 situations où la CGT, EFO, la CGC vont voir le patron et se tapent dans la main. C'est ça que ça signifie. Donc le dialogue social, alors bien sûr qu'il y a des accords qui sont moins bien que d'autres. L'accord qu'on a primé, il y a un numéro 1, un numéro 2, il y a un numéro 3. C'est évident. Mais ça signe tout le temps. Et donc, oui, le dialogue social est un outil absolument génial dont il faut faire la promotion. Alors, si je puis me permettre, le dialogue social, il faut l'entendre de deux façons différentes au minimum. Il y a l'article 1 du Code du travail qui prévoit qu'avant tout vote de loi, il faut appeler les partenaires sociaux pour du dialogue social. C'est même le titre du texte, le dialogue social. Et je vous rappelle que pour la loi El Khomri, on a commencé un dialogue social et tout le monde est parti. Et c'était à ce moment-là qu'on a dit que le dialogue social en France souffrait. Et je crois qu'il faut le distinguer du dialogue social en entreprise, où là, ça sera au niveau de l'entreprise que employeurs et les syndicats ou les syndicats vont discuter, et c'est plus l'accord d'entreprise de terrain qui marche que le dialogue social au niveau national. Et on a vu que, justement, pour le vote de la loi El Khomri, le dialogue social, il a été dramatiquement raté. Et sur les ordonnances Macron, pour arriver à faire du dialogue social, ils ont quand même fait beaucoup de rencontres qui étaient syndicat par syndicat. Donc, je voudrais savoir, puisqu'on a l'air de dire que le dialogue social, ça marche, et tant mieux, comment ça se passe dans des entreprises locales. Alors, je vois Stéphane, qui est le parrain et qui est chez Orange, donc on va commencer par une grande structure, parce qu'on a vu que c'était EDF qui avait été parrainé, donc comment ça marche dans une grande structure? Est-ce que le dialogue social est bon chez Orange? Écoute, je sors d'une réunion cet après-midi sur le dialogue social. Je n'ai pas tout à fait le même avis, mais voilà. C'est le but. On a dit qu'on n'aurait pas. Alors, on signe aussi beaucoup d'accords chez Orange, effectivement. Combien? Je ne pourrais pas te dire. Beaucoup. Voilà, on va dire beaucoup sur beaucoup de sujets, dont un des derniers qui rejoint le sujet d'aujourd'hui, sur le lâcher prise et sur le management à distance. Parce que je crois que la clé de ce qu'on a dit tout à l'heure, alors Nicolas le disait tout à l'heure, ça dépend effectivement de l'organisation et de l'activité. Mais dans une entreprise comme Orange, on a fait des accords, on a fait des contrats, on a essayé plein de choses pour diversifier le travail, pour intéresser le travail, intéresser les gens au travail. Et en fait, la clé était la ligne intermédiaire managériale, où on leur a permis de lâcher prise, on leur a permis d'avoir du pouvoir local, par rapport à ce qu'ils avaient avant, alors qu'on est dans une entreprise assez organisée et un pouvoir assez centralisé. Et on est passé aujourd'hui d'un taux de télétravail, on appelait ça comme ça à l'époque, télétravail de 7% à plus de 28%. Donc on est assez sur l'ensemble des effectifs d'Orange, oui. 28%. 99 000 en France. Incroyable. Voilà. Donc on est passé par ça, par simplement, pas forcément des accords, mais par des formations sur la ligne managériale intermédiaire, qui était le faire confiance. Et ça, c'est le dialogue social qui vous l'a permis.
Pardon ? C'est le dialogue social. Oui, entre autres, mais aussi une prise de conscience sur tout ce qui avait été mis en place, sur faire comprendre aux managers que le présentéisme n'était pas forcément quelque chose qui permettait une efficacité dans le travail. Donc le présentéisme, le fameux 8 heures au travail, etc. Et puis que tous les outils digitaux, puisque Orange Cordonnier bien chaussé, nous permettaient, très bien, quand la personne a envie de se connecter à 8 heures par Skype le matin, il se connecte à 8 heures, si c'est 9 heures, c'est 9 heures. Et on avait une implication du salarié complètement différente dans son travail, et on a coupé une spirale qu'on commençait de voir venir, qui était le turnover dans l'entreprise. Et vous avez des outils pour mesurer l'efficacité ? Tout à fait. Tout à fait. Et le meilleur outil, ne serait-ce que le verbatim lui-même du salarié, qui est le premier à demander si sa date de renouvellement d'avenant de télétravail, ce chose qu'a modifié, c'est l'avenant du télétravail, dans son contrat de travail, nous a dit, je veux absolument renouveler mon avenant, c'est formidable. Voilà. 28%, alors à l'université, nous avons à peu près 2500 agents. Et nous avons un accord expérimental de 20 personnes en télétravail, mais c'est totalement innovant. Alors évidemment, ça ne peut concerner qu'une certaine catégorie de salariés à l'université. Pour l'instant, les profs ne pourront pas faire cours en télétravail, ce que je trouve... On imagine un cours où finalement chaque étudiant serait chez lui, avec la classe finalement imaginaire, et l'enseignant serait aussi en télétravail pour faire cours. C'est l'école de demain. Donc pour l'instant, on est à 20 salariés. Alors je vois Jérémy qui hoche la tête. Tu veux faire cours, Jérémy, tu veux des vrais étudiants. Alors tiens, on va avoir justement une analyse d'un RH en universitaire. Donc, qu'est-ce que tu penses du télétravail ? Tu penses que faire cours en télétravail, c'est pas possible ? Faut pas hocher la tête, sinon j'interroge. Je vais pas être très innovant et reprendre un petit peu l'argument de Nicolas Héron. Ça dépend de l'activité. Je pense que notre activité s'y prête pas énormément, même si ça se développe. On peut voir un certain nombre d'universités qui développent des cours en télétravail sur le système des MOOC, mais avec des limites. Et je pense qu'une des chances que l'on a aujourd'hui en France à l'université, c'est de privilégier justement le rapport, l'interactivité. Je voulais juste rajouter un mot, parce que j'ai une collègue à l'université Laval à Québec qui peut-être nous suit, puisqu'on est diffusé, si le décalage horaire permet qu'elle nous rejoigne. Je sais qu'elle m'avait fait part de son expérience. Elle a beaucoup développé le télétravail. Pour les professeurs d'université qui voyagent un peu, c'est remarquable. Elle, c'est aussi parce qu'à Québec, quand il fait moins 40, on est content finalement de se connecter devant son ordinateur avec un café et de rejoindre tous les étudiants sur des salles de classe virtuelles. Et je ne veux pas qu'on s'éloigne du sujet, mais je pense que ça montre que quand qu'on vient du fin fond du Nord Canada, ça peut être un moyen de développer, d'utiliser les nouvelles technologies pour développer le transfert de connaissances. Donc, pas d'avis négatif du tout, simplement je pense que c'est à développer selon ce que dit Jérémy, selon le contexte, selon les opportunités, et en tout cas pour l'université, dans certains cas, c'est un vrai besoin. De là à dire que ça va remplacer d'autres modes d'enseignement plus classiques, c'est totalement faux, et les MOOC ont pu donner l'impression il y a quelques années que tout allait être révolutionné. Mais le temps qu'il faut pour faire un MOOC, et on a la chance d'avoir l'équipe audiovisuelle de l'Université de Bourgogne pour diffuser ce café en direct. D'ailleurs, on les félicite parce qu'on n'a jamais été aussi bien sonorisé. Hein. C'est tu te souviens des premiers cafés RH, on avait le micro qui grisonnait. Le temps qui doit être passé pour mettre au point un MOOC qui va devoir être actualisé très très vite parce que tout se périme relativement vite, c'est quelque chose d'hallucinant, et on a dans le monde beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur des MOOC, très peu qui vont au bout et qui valident, d'abord parce que c'est payant. On peut tous s'inscrire parfois gratuitement, mais à la fin, si vous voulez le diplôme ou en tout cas l'attestation de succès, c'est beaucoup plus cher, et il faut être très patient pour aller jusqu'au bout. Donc ça peut être une tentative, mais c'est pas ça qui va remplacer l'ensemble du transfert de connaissances ou l'évolution des compétences par les professionnels de l'enseignement ou de la formation. Alors, mais
Voilà, Ce qui est bien, c'est du télétravail, et ça va renforcer le dialogue social, c'est que c'est mis maintenant en place par un accord, et c'est assez simple de mettre en place du télétravail, puisqu'avant, il fallait que ça soit une modification du contrat de travail individuel, donc c'était assez lourd à mettre en place. Désormais, un accord de télétravail est négocié au niveau de l'entreprise pour prévoir les modalités. C'est assez simple à mettre en place. Ce qu'a défendu d'ailleurs Franck Morel, qui était présent aux assises, pour dire qu'aujourd'hui, sur ces questions, à savoir est-ce que le gouvernement a un projet de remise en cause du lien de subordination pour qu'on passe peut-être à autre chose, la réponse est non en l'état actuel. Mais la réponse, c'est aussi que aujourd'hui, il y a des outils qui existent, dont cette possibilité de développer le télétravail par accord, mais aussi le management tout court. C'est-à-dire que là, nous, on est les assises du droit social, donc on orientait les choses vers des problématiques juridiques, les outils juridiques à disposition, mais il y a aussi simplement le mode de management lui-même qui permet, par le lâcher-prise, comme chez Orange par exemple, de développer une autre manière de travailler, notamment en équipe, quand on est dans des grands groupes, ou même dans une PME d'ailleurs. Alors le télétravail, effectivement, doit quand même être encadré, parce que nous, on se pose la question, combien de jours on peut imaginer en télétravail pour après ne pas tomber dans un travailleur isolé, parce qu'il peut y avoir aussi une souffrance à être travailleur isolé. Et puis il y a une demande de lien social à travers le travail. Et puis après, évidemment, il va falloir adapter les outils juridiques, notamment sur l'accident du travail, puisqu'on connaît qu'il y a une présomption pour un accident qui a lieu sur le lieu de travail. Or là, le lieu de travail, c'est le domicile. Ça pose aussi des questions d'aménagement du domicile. Donc quand on est en région Bourgogne, on n'a pas forcément de difficulté, mais quand vous êtes parisien et qu'il faut dans votre domicile consacrer quelques mètres carrés à un bureau, il faut dans l'accord justement négocier la prise en charge par l'employeur. Donc on sait bien que le télétravail, c'est une solution, mais même dans le télétravail, on aura de toute façon une forme de subordination. Je voudrais savoir quelle est la position, madame, de Pôle emploi. Nous avons la chance que vous soyez là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au télétravail? Quelle est la position? Oui, bonjour. Alors au niveau de Pôle emploi, le télétravail, nous avons intégré ce dispositif depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai la chance d'en bénéficier d'ailleurs. Et je dirais c'est accessible aussi bien à ce qu'on peut appeler les fonctions support, donc toutes les fonctions de la direction régionale par exemple ou des directions territoriales, mais également, ce qui peut paraître surprenant, à l'ensemble des équipes des conseillers. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut paraître surprenant, puisqu'en général, les conseillers sont en relation directe avec les personnes qui sont en recherche d'emploi et les entreprises. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui fait partie d'une démarche que l'on appelle aussi le nouveau pari de la confiance au sein de notre établissement et qui permet justement d'avoir à la fois une autonomie et on peut déjà constater, puisque vous parliez, est-ce que nous avons des moyens de suivre effectivement si l'activité est réalisée? Donc oui, nous avons bien sûr des moyens de suivre que cette activité est réalisée et on mesure, la satisfaction aussi bien sur dans les enquêtes clients que au niveau de la qualité de vie au travail et du baromètre social. Voilà. Donc le télétravail, c'est un accord win-win pour tout le monde. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a un consensus sur le télétravail? Est-ce que, en tant que salarié, vous seriez partant pour du télétravail? Je vois, vous êtes quand même, on a la chance d'avoir des jeunes. Donc, est-ce que tous vous aimeriez avoir du télétravail? Et est-ce que tous avaient un retour positif du télétravail avec effectivement un renouveau de la confiance? On n'est plus dans la surveillance forcément du salarié. Donc, ça permet effectivement une certaine émancipation. Est-ce que on a dans la salle des autres retours d'expérience de télétravail? Je vois une main qui se lève. Alors, je vais aussi transporter le micro. Il faut être compétent ici. Alors, je dirais pas expérience, mais je pense que ça dépend de l'activité. Ça peut être, ça dépend des personnes aussi, dans le sens où il y a des personnes qui vont s'émanciper aussi par le contact avec les autres, par le contact avec les collègues, qui vont être contents de voir des visages. Je sais pas, imaginons qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, ou je sais pas, ça dépend de la situation aussi familiale, tout ça. Le télétravail, ça peut être, comme vous dites, par rapport à la confiance qu'on va donner aux personnes, ça peut en effet être positif par rapport à ce côté-là. Mais après, tout le côté humain aussi qu'on a en allant au travail, je sais pas. Voilà, c'est pas. Alors, d'une manière générale, aucun télétravailleur sera totalement absent de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est sur un nombre de jours limité. Combien au Pôle emploi de jours maximum? Le maximum en fonction. Là, on va être en fonction du statut, mais le maximum sera sur 2 jours de travail par semaine.
Voilà. Mais il est vrai qu'après, on aborde d'autres problématiques, à savoir le management à distance, bien évidemment, le lien qui vient d'être évoqué, puisque l'objectif, enfin, le plus, je dirais, la gymnastique la plus compliquée, c'est de pouvoir garder ce lien avec l'équipe, avec les collègues, avec son environnement, ses managers. Mais je dirais, enfin, pour le vivre à titre personnel, ça permet d'être dans un autre environnement beaucoup plus calme et je dirais, de réfléchir autrement et de pouvoir se poser différemment. Voilà. Est-ce que du coup, le télétravail est le même jour pour tous les télétravailleurs, de sorte qu'il y a une communauté, ou est-ce que c'est chacun qui choisit son jour? Alors je dirais, ça c'est intéressant comme question, dans le sens où au départ, chacun a choisi son jour, bien évidemment. Le lundi et le vendredi? C'est possible, et c'est mon cas. Je vais vous dire, je suis joueuse, donc j'avais proposé ces 2 jours en me disant que je n'en aurais qu'un, peut-être sur les 2. J'ai eu les 2, voilà, bon, c'est comme ça. Non, on a vu des services où, justement, ils se sont entendus, pour certains, pour être toujours en décalé, et pour d'autres, pour avoir le même jour, justement, de télétravail, pour se retrouver ensemble sur le restant de la semaine. Donc l'accord donne une souplesse sur ce point. Oui, vraiment. Alors, juste peut-être un bémol sur le télétravail, puisqu'il y a quand même des services qui sont organisés, et chaque service a ses servitudes, entre guillemets, hein, des tâches qui sont bien présentes, rébarbatives, qui n'intéressent personne, mais qui doivent être faites réalisées en collectif. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des télétravailleurs qui, du coup, s'éloignent un petit peu de la communauté de travail, et se pose la question de comment s'organise le travail potentiellement dans les équipes. Voilà. Donc ça se construit, je pense, en collaboration, et voilà, il faut qu'il y ait les outils qui permettent aussi d'intégrer le télétravail. Non, il va marcher, c'est qu'on coupe la parole quand on ne veut pas. Vous avez raison. Sans être trop longue, effectivement, il y a les outils qui vont avec, mais l'établissement Pôle emploi nous a donné les outils pour avoir un réel confort de travail. Et je dirais aujourd'hui, puisque en plus nous sommes grande région, Bourgogne-Franche-Comté, par ce biais-là, on limite énormément les déplacements, notamment, puisqu'on est sur Skype, par exemple. Et moi, je suis en lien avec les entreprises, je fais mes rendez-vous par Skype, avec mes collègues également, etc. Donc, je dirais mon propos va aller pour des entreprises qui ne mettent peut-être pas dans la foulée les outils, et ce qui est aujourd'hui, mais je dirais même au niveau des chercheurs d'emploi, les entretiens, et notamment au niveau du rural, ils apprécient énormément de pouvoir avoir ce type d'entretien par Skype notamment, tout en respectant, c'est important, la confidentialité. Donc finalement, on garde ici la relation de travail. Ce qu'on a changé, c'est l'espace de travail. Exactement. Et le mode de travail. C'est exactement ça. Mais effectivement, il faut une organisation, et je rejoins ce qui a été dit, tout le monde n'est pas prêt, ou tout le monde n'est pas, je dirais, mûr, et puis même, il y a des personnes, je pense, qui auront du mal à intégrer du télétravail. Mais voilà, ça s'accompagne également. Est-ce que vous avez une formation ? Oui, nous avons eu une formation, effectivement, par rapport à comment prendre en main les outils, comment s'organiser. On a une communauté, effectivement, aussi de télétravailleurs, voilà, un assistant à distance, informatique, etc. Voilà. On enchaîne ? Oui, et le télétravailleur n'est pas un travailleur indépendant, du coup, on va aborder la question des nouvelles formes d'emploi, et peut-être, alors avec un point d'interrogation, est-ce qu'on va vers l'émergence d'un droit de l'activité et plus forcément un droit du travail, puisque le droit du travail, c'est le droit du contrat de travail. Dans sa version relation individuelle. Dans sa version relation individuelle, bien sûr. Et donc sur ce sujet qu'on a un peu effleuré tout à l'heure, on a eu un incubateur, nous, dans le cadre de notre colloque, qui portait là-dessus. À l'occasion du colloque, en fait, c'est un atelier, mais pour faire chic. C'est à peu près la même chose. Donc on avait 3 grandes plénières dans une grande salle avec tous les participants, et on avait des ateliers incubateurs sur des thèmes que les participants devaient choisir. Il y en avait 3 le matin, vous en choisissez un. Il y en avait 3 l'après-midi, vous en choisissez un. Et là où on avait à peu près une centaine de personnes par incubateur, autour de 3-4
intervenant aussi, voilà, qui animait ces incubateurs. Donc là, en l'occurrence, on avait le professeur Paul-Henri Anton Mattei, Gilles Berset, qui est économiste, qui s'intéresse beaucoup aux questions du travail, Anna Cristina Chavez, qui est une avocate chez Stelline et Associés à Paris, Jean-Baptiste Chavial, le VP RH d'Uber, Denis Penel du World Employment Confederation et Benoît Serre, VP de la NDRH, que vous connaissez évidemment, et DRH de la Massif. Et puis cet incubateur, je la salue à travers peut-être le Facebook Live, était modéré, animé par Pascal Lagesse, qui est notre vice-présidente des ADS. Donc Gilles Berset, lui, est revenu sur cette question du choc technologique qu'on traverse. Enfin, le choc, ça paraît peut-être un peu statique, alors qu'on a quelque chose qui est évidemment dynamique avec cette montée en puissance du numérique, ces nouvelles technologies qui bouleversent le travail, mais qui n'ont pas fini de produire leurs effets et qui permettent maintenant ce travail sur les plateformes. Donc on a cet exemple évidemment des chauffeurs privés dans les grandes métropoles pour l'instant, et puis cette question toujours lancinante du statut du travailleur indépendant, quid du lien de subordination et quid aussi de la protection sociale, sociétale même, parce que c'est un sujet qui aborde aussi la question du consommateur et de l'usager et de l'éthique dans le travail. Bon, voilà. Donc on a posé cette question-là, et l'emploi indépendant, sous cette forme, il est soit très qualifié, donc le travailleur indépendant qui lui va bénéficier de la mobilité, qui va bénéficier de ces nouvelles technologies pour déployer son expertise, mais il y a aussi le travailleur indépendant peu qualifié qui lui va travailler potentiellement pour ces plateformes, y entrer, y sortir, et là il y a peut-être une question sur la question de la fragilité de ce type de profil avec l'émergence des nouvelles technologies. Alors, sur ce sujet, Paul-Henri Anton Mattei est remonté un peu plus loin dans le passé en disant que clairement, ces sujets autour du travail indépendant sont lancinants depuis plusieurs décennies. Il y avait déjà la question du professionnel libéral, il y avait la question aussi d'autres formes d'emploi comme le portage salarial, le travailleur porté, comme on pourrait le dire par abus de langage. Donc c'est des questions que les juristes ont déjà un peu travaillé, que le législateur a un peu travaillé, mais toujours dans cette comparaison avec le statut du salarié, avec son contrat de travail, son CDI, et donc on était toujours dans cette réflexion, dans ce cadre-là. Et dans la qualification même juridique, il y avait toujours cette comparaison qui était faite avec le contrat de travail. Et l'autre comparaison qui était faite aussi, c'est celle de la jurisprudence, qui aujourd'hui encore, pour apprécier ou pas, et Benoît le disait tout à l'heure, les questions et les enjeux autour des requalifications, notamment pour ces plateformes, le juge se réfère aux faisceaux d'indices qui vont permettre de raccorder ou non à l'existence d'un lien de subordination, là où potentiellement on pourrait imaginer que ce soit plutôt la question du degré de dépendance économique, par exemple. Alors c'est un vieux débat, la notion du lien de subordination. Alors, pardonnez-moi, juste pour opposer ce que vient d'évoquer Thomas. Je ne sais pas s'il l'a dit ce jour-là, moi je n'ai pas participé à la totalité de ce colloque, mais quand on écoute le VP de chez Uber, et il n'y a pas de mauvaise foi dans ce qu'il dit, il l'exprime extrêmement bien, dans la culture d'Uber, Uber, il considère que le chauffeur Uber est un client. Et donc, il développe une logique où il considère qu'Uber, c'est le client. Et d'un autre côté, certains vont considérer que Uber sont salariés. Donc, on a deux approches. Ensuite, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui se justifient les deux, hein, mais qui s'opposent quand même assez fortement. Je crois qu'en la matière, il faut rappeler deux choses.
comme le CDD, comme le temps partiel, je crois qu'il faut distinguer ce qui est voulu de ce qui est subi. Moi, quand un travailleur veut être chauffeur Uber parce que ça lui permet le soir de compléter son activité et que tout ça lui va bien, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui demandera la requalification de son contrat de travail après. En revanche, quand un jeune recherche un emploi et que quand on lui propose un emploi, ensuite on lui dit en fait vous allez avoir une auto-entreprise parce qu'on vous fait pas un contrat de travail et que là il subit la situation, ça me dérange un peu davantage. Et c'est ceux-là qui généralement, quand la relation va se terminer, vont aller au prud'homme en demandant une requalification du contrat. Et donc là, on va effectivement réfléchir, est-ce qu'il y avait lien de subordination ou pas? Alors, on s'est interrogé depuis longtemps sur le lien de subordination, c'est pas nouveau, il y a eu 2 doctrines possibles, la subordination économique et la subordination juridique. La subordination économique, on sait ce que c'est qu'on est dépendant financièrement. La subordination juridique, c'est un ensemble de faisceaux d'indices, et je dis toujours, c'est comme l'autorité parentale, c'est donner des ordres, contrôler, surveiller. Et actuellement, c'est la position du juge français, et ça a même été repris dans la loi sur la présomption de non-salariat. On peut revenir sur la présomption de non-salariat quand il y a une subordination juridique. Alors après, on peut s'interroger, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui? Est-ce que ce modèle-là n'a pas vieilli? Mais je crois que la vraie question, c'est quand même de savoir si c'est subi ou non. Alors justement, Madame au Pôle emploi, est-ce que vous avez des rechercheurs d'emploi qui viennent vous raconter des expériences où ils ont subi cette situation ou pas? Je dirais, je vais être un peu plus ennuyée pour vous répondre puisque ça ne fait pas du tout partie de mon cœur de mission. Mais il est vrai, enfin, je dirais, si je remonte un petit peu à une expérience, parce que quand même, oui, nous avons déjà constaté ce type de, je dirais, oui, de plainte quelque part. Et comme vous le dites, c'est dérangeant. Là, on parle aujourd'hui d'une nouvelle forme d'emploi, donc c'est un petit peu différent. Mais ça remonte. Enfin, ça a toujours été le cas où on voit bien certains salariés qui ont pu être licenciés à un moment donné et on leur demande, je vais vous prendre le cas des transports par exemple, transport routier, où on demande à la personne par exemple de se mettre à son compte, d'acheter un camion et là on va être sur de la sous-traitance quelque part, mais qui peut aussi être qualifiée à un moment donné en salariat. Donc ça, je dirais, ce n'est pas nouveau. Et effectivement, aujourd'hui, en plus, avec le statut d'auto-entrepreneur qui a quand même beaucoup bouleversé, je dirais, le paysage juridique au niveau des statuts, justement, de plus en plus, on entend ce genre de plaintes. Voilà. En revanche, tu nous disais, Nicolas, tout à l'heure que dans ton service, si j'ai bien compris, nouvelles technologies, ce sont que des salariés, enfin des personnes qui veulent être indépendantes. C'est eux qui le demandent. Alors, ils vous font des factures? Comment ça marche? On est pratiquement purement... Alors, il y a plusieurs dimensions là également. Je pense c'est que pour nous, ils font partie du collectif de travail. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans l'entreprise comme tout un chacun, et quand on organise quelconque événement, ils en font partie. Et puis après, il y a la question de la relation qu'on a avec eux du point de vue, je dirais, purement financier. Et là, en l'occurrence, on est dans une relation de client-fournisseur où la prestation qu'ils fournissent pour les projets qu'on est amené à conduire fait l'objet d'une facturation que l'on paye. Et c'est eux, dans le cas de l'entreprise, dont ils sont finalement les directeurs, si je puis dire, même s'ils n'ont pas de salariés, qui vont ensuite définir, qui vont gérer leurs prestations sociales et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans une relation finalement qui peut avoir plusieurs dimensions. Une dimension qui se rapproche de celle d'un membre d'une équipe, même si le lien contractuel n'existe pas, et on le vit comme tel, même avec une ambition de les garder dans la durée et de les fidéliser. Et de l'autre, une relation finalement qui se rapproche d'une relation client-fournisseur, où en fonction d'un projet, on les sollicite avec une prestation associée et une facturation de cette prestation que l'on va payer. Et ils sont dans vos locaux ? Absolument. Alors c'est formidable, les salariés maintenant travaillent chez eux et c'est les indépendants qui travaillent dans l'entreprise. Ouais. C'est rebouleverser toutes les règles en termes de sécurité, parce que on s'interrogera beaucoup s'ils ont un accident, est-ce qu'on applique les règles d'accident du travail ou pas? Absolument pas. Ben voilà, c'est toute la question. On va avoir plein de colloques. Je sens que vous allez pouvoir m'inviter. Il y a de la matière. Et sur le travailleur indépendant, il y a une matière importante. Surtout d'ailleurs, la méthode, c'est le faisceau d'indices. Je me fais troller par le président. Pardon, je te prie de m'excuser. Non mais... Surtout que la méthode, c'est le faisceau d'indices. En fonction de la cour d'appel, vous aurez une décision différente. Et en fonction de l'humeur du président de la Chambre sociale, on aura une décision différente.
Je ne serais pas surpris qu'avec la nouvelle présidence à la Chambre sociale, on ait des arrêts qui changent un petit peu. Alors, donc la difficulté... Si je peux me permettre de ponctuer ce point, c'est tout le problème, en fait, quelque part, du dogme. C'est que... ce qui me gêne un peu, quelque part, c'est que cette présidente va agir en fonction de son faisceau de lecture, alors même qu'on va avoir une catégorie de population. On juge quand même, on juge par rapport à des règles. Oui, faut quand même le rappeler. Oui, mais pas sur le travail indépendant. Justement, c'est toute la difficulté, juridique. C'est qu'on applique la méthode du faisceau d'indices. Donc, j'imagine qu'il y a des juristes parmi vous. Donc, vous savez tous ce que c'est que la méthode du faisceau d'indices, qui laisse une liberté, et justement parce qu'il n'y a pas de règles. Et c'est parce qu'il n'y a pas de règles que le juge a fait son millefeuille et qui change avec les époques. Et comme l'époque de les évolutions de l'activité sont exponentielles, c'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai dans 6 mois. Et ben on se retrouve dans une insécurité juridique, et c'est pour ça qu'il faudrait, de mon point de vue, trancher cette question de manière un peu plus ferme pour déterminer ce qui relève du contrat de travail au sens traditionnel et ce qui relève de l'activité. Je vais défendre juste un petit peu les magistrats. Ils font ce qu'ils peuvent dans l'espace d'insécurité juridique qui peut exister dans le droit. Et du coup, la balle, et on se l'est dit justement en parlant tout à l'heure du thème qu'on pourrait investiguer dans le cadre de notre rapport des ADS sur le travail indépendant, c'est de se dire que le législateur doit se saisir de cette question, au moins pour lever une partie de cette insécurité juridique. Mais il y a un point d'interrogation, mais ce sera le suspense des conclusions du rapport, c'est le financement du travailleur indépendant, c'est la protection sociale, c'est tout ce filet, parce qu'on est quand même encore dans une social-démocratie avec des protections attachées au contrat de travail ou au statut libéral, etc. Quid des protections pour le travailleur sur une plateforme. Et quid en cas de chômage, effectivement. Finalement, pendant que le micro passe, on a tout à l'heure montré le modèle du travailleur indépendant, et on est en train de dire qu'il faudrait un statut comme le salarié. Donc, on a quand même quelque part un peu. Mais je ne sais pas. Mais entre le travailleur indépendant et l'auto-entrepreneur, on est sur 2 statuts complètement différents. Mais donc, si je me place au niveau Pôle Emploi et donc en cas de perte d'emploi, notamment, ou de cessation d'activité, il y a des choses qui vont arriver avec la loi travail, notamment par rapport aux indépendants. Enfin, on ne sait pas. Nous sommes en train de la renégociation de la tripartite, la convention de tripartite. Il paraît que c'est mal parti d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Mais non, très bien parti. Et puis, par contre, au niveau de l'auto-entrepreneur, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais la personne peut soit choisir de rester inscrite comme demandeuse d'emploi et donc percevoir chaque mois une indemnisation, ou au contraire partir avec un capital du départ, une partie du capital, pour pouvoir s'installer aussi. Donc je dirais, ce sont des règles qui bouleversent tout un tas de choses. Normalement, c'est vous qui enchaînez. Hein. Oui, effectivement. Non, mais sur ce sujet-là, on va moins approfondir dans l'idée de lancer le rapport qui viendra. Et les contributions seront les bienvenues, puisque, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, sur un chantier tel que celui-là, il faut sortir peut-être des dogmes qui tombent de manière verticale et parfois passent peut-être à côté d'une partie du sujet, et avoir vraiment ce côté polyphonique et que chacun porte son regard sur cette problématique-là. Je vois que Nicolas va encore réagir. Oui, parce qu'en fait, je n'avais pas fini de véhiculer l'idée que je voulais porter. C'est un peu frustrant. Je voulais juste préciser quelque chose, c'est de se placer du point de vue de la personne et de ses souhaits et de ses aspirations. Et si je reviens au point par lequel j'ai commencé, c'est qu'aujourd'hui, la typologie on va dire, les profils dont je parle, ça correspond à leurs aspirations. Donc pourquoi, quelque part, venir polluer
au travers de notre prisme, notre façon de voir les choses, ce que veulent faire les gens et la manière avec laquelle ils veulent concevoir leur activité professionnelle. Et c'est ça qui me perturbe, parce qu'effectivement, on parle de faisceau d'indices, on parle de la présidente de la chambre sociale, de la cour d'appel ou de la cour de cassation, peu importe, mais purée, je veux pas citer Georges Pompidou, mais laissez les Français tranquilles, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée que... C'est tout à fait ce que je disais, entre le voulu et le subi. Moi, il me semble que le travail indépendant voulu, on le laisse tranquille. En revanche, ceux qui le subissent et qui demandent une protection, il faudra pouvoir apporter la requalification nécessaire. La difficulté... Alors, non, mais vous avez raison. Moi, je suis totalement de votre avis. Il faut effectivement... Je serais plutôt... oui, je vous ai pas dit... Je suis plutôt un avocat d'employeur. On l'avait compris, vous remarquez. Ah bon, hein. Non, mais je préfère le dire si jamais il y avait un doute. Il n'y en avait pas. Hein. Mais la difficulté sur les sites, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire d'éviter d'empiler des règles. Mais dans votre situation, vous, ça va, vous êtes une grosse boîte, vous êtes riche, etc. Mais demain, on pourrait, ça se passe pas tout à fait pareil dans une PME où là, s'il y a trop d'insécurité juridique, ça peut devenir dangereux pour l'employeur. Mais demain, quand vous arrêterez le contrat de prestation avec l'un de vos gars qui a un bureau, une ligne téléphone, qui participe aux réunions d'équipe, qui peut-être fait partie d'un listing où il est noyé au milieu de 10 personnes de la boîte. Donc quand ce type-là, vous allez lui dire, bah écoute, là on n'est plus très content, donc il faut que tu t'en ailles. Et ben avec tout ce que je viens de vous dire, s'il a un avocat pas trop idiot, il dira, mon chouchou, faut y aller là, tu vas gagner. Et là, vous allez être confronté à ce problème. Alors, compte tenu de la taille de votre société, c'est vrai que 50 000 euros de requalif, c'est pas très grave. Mais voilà. Et puis vous avez oublié l'URSSAF. Je suis pas sûr qu'en cas de contrôle URSSAF, qui lui aussi a une vision du travail, il laisse voilà. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas trop empiler de règles. Je dis simplement que sur cette question du travail indépendant, on est quand même dans un brouillard total et que là, on a besoin que les pouvoirs publics ils se bougent, quoi. Mais ils ne le font pas parce que politiquement, c'est aussi compliqué. Mais de toute façon, c'est toujours quand on se quitte que ça se passe mal. C'est pas que dans l'entreprise. C'est vrai. Donc voilà, sur le travail indépendant, beaucoup de questions, beaucoup de choses encore à défricher et à déchiffrer. Et on avait donc une autre assise, c'était la deuxième assise dont on peut partager certains éléments. C'est un plan en 3 parties, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, nous abordons donc la deuxième partie. Voilà. Le deuxième gros morceau de cette journée qui était très dense. Et là, on parlait de l'entreprise révolutionner surtout, là encore, avec les nouvelles technologies, l'arrivée et la montée en puissance, et je pense qu'on en est encore qu'aux prémices de l'intelligence artificielle. Et là, ce qui était très intéressant, c'était d'avoir la vision notamment du professeur en psychiatrie, Serge Tisseron, qui est quand même connu et reconnu, qui nous a, en tout cas moi personnellement, étonné en parlant des affects des travailleurs qui sont amenés à travailler avec des machines. Et pas forcément d'ailleurs des machines qui sont très physiques. Hein, c'est pas Noah. C'est pas exactement, c'est pas le petit droïde Noah ou d'autres types de robots du même acabit. Ça peut être aussi des affects développés avec des services liés à l'intelligence artificielle. Les algorithmes et les bases de données qui sont derrière sont très dématérialisé dans l'esprit du travailleur, mais le service qui est de plus en plus humanisé, avec on cherche à donner un caractère empathique dans le service que la machine peut permettre de partager avec le travailleur. Sur le plan cognitif, l'être humain a une longueur de retard, finalement, sur la machine, puisque lui, il fonctionne sur des affects, et que la machine, évidemment, c'est entre guillemets de la matière morte, mais qui elle, n'est pas engagée dans une relation psychologique avec l'humain. Puis la machine, elle travaille un peu plus que 35 heures. Et oui.
Et donc là aussi, il y a une compétitivité qui est évidemment incomparable. Alors il y a aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il y avait l'époque où le travailleur, tel qu'on peut l'imaginer, artisan, c'était lui qui imposait le rythme à la machine, c'était lui qui avait l'outil en main, c'était lui qui cadrait son temps de travail et sa production. Là, demain, avec des algorithmes et l'intelligence artificielle, c'est l'inverse qui se passe déjà et qui est amené à s'amplifier. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur cette nouvelle relation avec l'intelligence artificielle? Alors, il n'y a pas qu'en droit du travail qu'on se pose la question, puisque vous le savez tous que notre droit, il est fondé sur ce qu'on appelle une summa divisio personne-chose. Donc nous, en tant que personne, eh bien, nous sommes personnes de la vie à la mort, et donc nous avons des droits. Or, les machines sont dans la summa divisio des choses, et les choses, elles ne sont pas sujets de droit, elles sont objets de droit. Nous avons des droits sur les machines. Eh bien, quand on a une intelligence artificielle qui devient autonome, la question qui est en train de se poser, et la Commission européenne a demandé aux États membres de réfléchir sur le statut des robots, et de considérer que ça deviendrait des personnes artificiellement intelligentes, c'est-à-dire qu'on déplacerait le robot, ça ne serait plus un robot comme une machine telle qu'on l'entend actuellement, ça serait eh bien une simili-personne, ce qui remet totalement en cause notre summa divisio personne-chose. Cette table est une chose, j'ai des droits sur elle. Si maintenant on reconnaît au robot une nouvelle définition d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une quasi-personne, déjà, je vois dans vos visages que vous avez peur, parce que effectivement, ça remet totalement en cause notre organisation personne-chose. Alors, on l'a déjà vu avec les animaux, on a déjà vu avec le cadavre. Mais ça va beaucoup plus vite. Mais ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, Michel, je t'ai toujours vu avec des ordinateurs très connectés. Qu'est-ce que tu penses de cette intelligence artificielle et de comment tu vois le droit du travail plus tard? Et tu te dis pourquoi c'est moi? Il fallait que ça tombe sur moi. J'ai fait quelques kilomètres pour venir ici. Il fallait bien que tu je te remercie de me donner la parole. J'avais plutôt prévu de la prendre à la fin, parce que j'aime bien écouter et m'imprégner des avis et des idées des uns et des autres. Et là, franchement, j'ai pas d'avis sur ta question. Je suis désolé. Je reviendrai plus tard. Ah, c'est la jeune génération. Tu vois, nous, on est les générations Y, mais alors la génération Z, ils ont des trucs à dire. Y mais bientôt Z. Du coup, je voulais juste partager parce que du coup, quand vous avez dit on a peur, enfin, je sais que moi personnellement, j'ai pas peur. Je pense que l'internet, la mondialisation, tout ça, tout ce qu'a apporté le numérique, c'est déjà dépassé. Non, mais oui, mais tout ce qu'a apporté le numérique, c'est un champ de possibilités. Ça peut faire peur, mais je pense qu'il faut pas le voir comme ça. Ça vient aussi, j'en parlais avec Nicolas aujourd'hui, ça vient aussi avec la conduite du changement. Mais il y a énormément de choses qui vont se bouleverser dans les prochaines années. Et la place de l'homme va forcément être repensée. Mais je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur les machines ou sur la robotisation. Il faut plutôt prendre les choses en main et repenser le futur avec ces outils, parce que de toute façon, on reviendra pas en arrière. Je crois qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui combien les machines vont dépasser l'homme. Je rappelle que... Du coup, je ne comprends pas pourquoi la Commission européenne se pose la question de donner un statut aux machines. Alors écoute, j'ai passé 4 heures cet après-midi avec les étudiants de Sciences Po et je vais essayer de te faire ça en 2 secondes. Merci. Donc, c'est parce que ça pose des problèmes notamment de responsabilité. Quand tu as une machine, aujourd'hui, si la machine déconne et qu'elle cause un dommage, par exemple, à un salarié, on sait parfaitement qui est responsable, c'est le propriétaire de la machine, parce que c'est la responsabilité du fait des choses. Mais quand la machine va devenir une intelligence artificielle autonome, c'est-à-dire qu'elle va prendre des décisions toute seule, exemple, la voiture sans chauffeur qui écrase quelqu'un, est-ce que c'est encore celui qui a créé la machine? Est-ce que c'est le propriétaire de la machine? Ou est-ce que c'est la machine elle-même qui est responsable? Et qui choisit-elle d'écraser entre la personne âgée qui traverse la rue ou le petit garçon ou la maman qui... Donc on en revient toujours à la même chose. Bon, étant précisé qu'il y aura beaucoup moins d'accidents avec la voiture autonome quand même. Hein. C'est quand même... Statistiquement, certainement. Voilà. Mais les questions qu'on se pose, c'est par rapport à la responsabilité. C'est vrai. Donc dans une entreprise, quand on aura beaucoup de robots, la question qui se posera, c'est l'autonomie du robot par rapport à l'homme et du coup la responsabilité éventuellement du robot, ce qui pose évidemment des questions de régime. Et pour savoir quel est le régime, il faut savoir la qualification.
Et justement, pour revenir à la problématique sociale, du travail et du coup du dialogue social, c'est un enjeu très fort, je pense, de ne pas louper ces sujets-là, notamment avec les partenaires sociaux. Alors on sait qu'on a des obligations d'information, consultation des instances représentatives du personnel sur l'introduction de nouvelles technologies. On sait que l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement le robot, on le disait tout à l'heure, donc elle peut s'infiltrer dans l'entreprise de manière pas forcément très transparente. Donc parfois, la communauté de travail peut aussi être mise devant le fait accompli avec, voilà, c'est rien, je rajoute un petit algorithme, un petit développement, un logiciel, sauf que ce développement pompe des données, interagit avec les travailleurs et les met potentiellement en difficulté sur le rythme du travail, etc. Donc il y a vraiment des enjeux en termes de dialogue social sur ces transformations à venir et vraiment je pense qu'il va y avoir aussi des sujets pour nos rapports et nos propositions au sein des associations qui sont les nôtres. Ça fera une superbe transition avec la troisième thématique, le dialogue social. Exactement, c'était voulu. Alors justement, c'était la dernière assise qui est intervenue sur la négociation collective. S'est posé beaucoup plus la question de la place des partenaires sociaux. On voit que c'est succédé ces dernières années de nombreuses réformes du droit collectif. Alors, on ne va pas remonter aux lois Auroux, ni même à la loi de 2008 sur la représentativité, mais qui est quand même majeure. Mais surtout, les lois sous le quinquennat Hollande et dernièrement les ordonnances ont quand même pas mal essoré nos partenaires sociaux. Faut pas se cacher aussi l'introduction des nouvelles instances représentatives du personnel ont pour effet de créer un petit plan social syndical qui ne dit pas son nom. Il y a quand même 10% en moyenne de mandats syndicaux qui... Peut-être plus. Oui, plus. Beaucoup plus. Il y a un bilan des ordonnances qui vient de sortir. On est plutôt à 25% d'heures de délégation en moins. Donc il y aura plus le cumul des mandats sociaux que l'on connaît actuellement. Et effectivement, il y a des personnes qui avaient des mandats qui n'en auront plus, ce qui posera d'ailleurs la question de leur réintégration. Parce qu'on a quand même des personnes qui n'avaient plus de poste tellement ils avaient de mandats avec des heures de délégation. Raison pour laquelle nous avons salué l'accord EDF sur les parcours des représentants syndicaux, puisque c'était l'une des premières entreprises, si ce n'est la seule de cette taille, 66 000 salariés quand même, donc vous imaginez le nombre de mandats, qui a vraiment pris à bras-le-corps cette question, alors que d'autres sont tout de suite rentrés avec l'effet d'aubaine que ça peut générer dans les nouvelles instances, sans pour autant se poser la question de ces mandats qui s'évaporent évidemment naturellement. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que par accord, on peut discuter de la ventilation des heures de délégation et d'avoir plus de délégués qu'on ne veut. Mais il y a un accord revanche, Airbus d'ailleurs qui a ajouté du crédit d'heure. Et justement, donc ça pose la question de la place des partenaires sociaux et aussi de cette question du référendum d'entreprise. On voit qu'il y a eu un essai qui n'a pas été forcément heureux, mais il y avait évidemment un contexte chez Air France qui était particulièrement tendu, particulièrement bloqué. Donc c'était une voie de sortie de crise. Pour autant, le référendum a été un échec pour la direction. On sera curieux d'avoir peut-être un retour d'expérience sur cette utilisation du référendum. Mais se pose la question du populisme en entreprise, c'est-à-dire passer outre les corps intermédiaires dans l'entreprise. Est-ce que c'est toujours une bonne idée ou est-ce que, dans quel contexte il est le plus approprié de recourir à cette démocratie sociale directe dans l'entreprise? Donc c'était aussi un des sujets qu'on a été amené à aborder. Alors je pense que sur ce point, il faut distinguer deux choses. D'abord, l'articulation accord de branche, accord d'entreprise d'une part, et d'autre part, la possibilité de négocier sans les fameux syndicats représentatifs. Alors sur l'accord de branche, l'accord d'entreprise, vous savez tous que initialement, pour déroger à la loi, il fallait que ça soit un accord plus favorable que la loi, et on avait des accords de branche. Déjà avec la loi El Khomri et surtout avec les ordonnances Macron, vous avez aujourd'hui une primauté de l'accord d'entreprise. Ça se passe comment? Eh bien, il y a un bloc 1 où on nous dit dans 13 domaines, c'est obligatoirement un accord de branche. Donc si on veut négocier par exemple sur la durée du CDD, là ce sera un accord de branche. Et dans les autres domaines, il y en a 4, ça sera potentiellement un accord de branche.
Et tous les autres, ça sera un accord d'entreprise qui pourra primer sur un accord de branche. Ce qu'est appelé certains le renversement de la hiérarchie des normes, on ne rentrera pas dans le débat. Aujourd'hui, ce qui est quand même novateur, c'est que on peut faire de l'accord d'entreprise sur un certain nombre de domaines, ils sont les plus nombreux, où ça va primer sur l'accord de branche. Donc je crois que les entreprises, il va falloir former les entreprises, et les petites, à cette culture du dialogue social et à la possibilité de faire des accords. Il y a beaucoup d'avocats en droit du travail, plutôt salariés, qui pleurent aujourd'hui en disant il y a une baisse de 30% d'activité. Là, l'autre jour, j'ai des avocats qui m'ont dit oh, on a une baisse de chiffre d'affaires. Ben, j'ai changé de métier, faites de l'accord. Il faut savoir négocier. Donc il va falloir aujourd'hui que dans les entreprises, on comprenne l'opportunité offerte par les accords pour eh bien, faire du sur-mesure. Et ça, les grandes entreprises l'ont compris. Il y a encore, il faut quand même le dire, dans un tissu local comme à Dijon, on est quand même sur des petites entreprises et il y a un vrai travail à faire auprès des chefs d'entreprise et des salariés pour expliquer ce que peut apporter un accord. Et comme cet accord d'entreprise, et ça c'est une autre nouveauté, doit être majoritaire, c'est-à-dire négocié à 50%, c'est là où on a à se rassurer sur l'équilibre. Si l'accord est totalement défavorable aux salariés, il ne faudra pas qu'il le signe. Qu'est-ce qui fait qu'un salarié va signer un accord où les heures de supplémentaires ne seront plus majorées à 10% comme dans la loi, mais à 2%? C'est qu'il aura un autre élément, un autre avantage. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils iront signer. Donc, ce qui doit rassurer, c'est que l'accord d'entreprise, il est majoritaire, alors que l'accord de branche, c'était quand même qu'à 30% qui pouvait s'appliquer. Ça, c'est le premier rapport des ordonnances Macron. Le deuxième, c'est de faciliter le dialogue social. Jusqu'à maintenant, il fallait un syndicat représentatif qui avait le monopole de la négociation. Un syndicat représentatif, il fallait des entreprises de plus de 50 salariés. Et il n'y en avait pas dans toutes les entreprises. Donc on avait déjà mis en place une technique du salarié mandaté qui permettait de la négociation. Aujourd'hui, il est vrai qu'on pourra négocier même sans syndicat représentatif. Et quand on aura des syndicats représentatifs, mais qu'on n'aura pas les 50%, on pourra faire appel au fameux référendum. Voilà les grandes lignes des ordonnances Macron sur le dialogue social. Alors après, on peut avoir des réactions. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà tenté du dialogue social et vous n'y êtes pas arrivés, et pourquoi? Est-ce qu'il y a des syndicats avec qui il est plus facile de discuter que d'autres? Voilà. Quelles sont les thématiques sur lesquelles on peut négocier plus facilement? C'est vrai qu'il y a des thématiques sur lesquelles on peut facilement négocier. Il y en a où vous négociez de la durée du travail, où vous faites un accord où c'est 39 heures payées 35, c'est sûr que ça peut grincer. Donc, est-ce que là-dessus, on a des retours d'expérience? Je voudrais simplement rajouter un petit mot de mise en perspective. Et je vais paraphraser le professeur Anton Mattei, qui est, vous l'aurez compris, une de mes références, enfin je ne suis pas le seul. Il explique un truc très bien. Il dit la chose suivante, il dit, alors on pense que les ordonnances Macron, et c'est sur renversement de la hiérarchie des normes, est une révolution. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il dit pas du tout. Alors, vous le saurez peut-être mieux que moi, mais je crois que le premier cas de la première possibilité d'accord dérogatoire, c'est 82, c'est en même temps que les lois Auroux, pour une situation très particulière que j'ai oubliée. Mais globalement, ce qu'explique Anton Mattei, c'est que dès le départ, ce renversement a été envisagé. C'est-à-dire que dès le départ, on a pensé aux échelons d'en dessous, et qu'en réalité, les ordonnances Macron, en ce qui concerne cette possibilité de dialoguer socialement en bas dans les entreprises, eh bien, c'est un mouvement qui est amorcé depuis les lois Auroux. Voilà. Et qu'on est en réalité arrivé à la fin du processus aujourd'hui. Mais on sait bien que pour qu'une loi soit rentrée dans les usages et que ça soit naturel, il faut du temps. Donc, la plus grande révolution sur la réforme du dialogue social, c'est la loi auquel faisait référence Thomas, c'est quand ils ont fait sauter la représentativité dite de droit. 20 août 2008. 20 août 2008. Ça, c'est la révolution. Ça, c'est la révolution. Et ça s'est fait sur la base du dialogue social, puisque c'était la première fois qu'il y avait un accord national interprofessionnel où les syndicats s'étaient mis d'accord avant le texte. Tout à fait. Pour les là, ils n'avaient pas le choix, mais. Voilà. Samuel, je vois que tu demandes le micro. On va pas parler de médiation. Je le sens, on va pas parler de médiation. Tu voulais réagir ou tu voulais conclure? Tu te prépares à la conclusion, mais je te rappelle que Michel nous a dit qu'il avait des choses à dire. Alors, mais tu sais que la fin s'approche. Tu veux que je dise des choses? Alors, c'était très intéressant. J'ai été surpris de retrouver pas la conclusion, je crois. J'ai été surpris de retrouver plutôt à la fin des mots comme négociation, des mots comme compétence. On l'a pas beaucoup entendu non plus.
En vérité, on parle de quoi depuis le début? On parle d'un marché du travail où il y a des personnes qui vont acheter une prestation. Après, est-ce qu'il y a un salariat qui va réguler ou organiser cette prestation, ou est-ce que c'est le marché de l'offre et de la demande qui va faire que je vais envoyer une facture à mon client? Et j'ai entendu des choses très sympathiques, et merci Nicolas d'avoir insisté, parce que, au fond, si on réfléchit un tout petit peu plus, l'avenir des nouvelles formes de travail de demain, ça va être un équilibre entre une liberté que moi j'appellerais plutôt autonomie, parce que la liberté entre nous, je ne sais pas si ça existe vraiment. Enfin, je ne sais pas. Alors, c'était posé la question tout à l'heure. À 21h15, on ne se pose pas la question. Oui, si, on peut quand même. Et donc, moi, je crois beaucoup plus à des compétences qui vont être monnayables et avec un marché qui va réguler tout ça tranquillement. Après, on a le problème des startups qui veulent peut-être aller plus vite et qui, et c'est vrai, je suis d'accord, ont des leaders charismatiques qui oublient que créer quelque chose, c'est plus tout à fait pareil quand il faut le gérer. Et ça pose des vrais problèmes de management. Et donc, il y a des déçus des startups aujourd'hui. Il y a des jeunes qui croyaient qu'ils allaient rentrer dans des startups et qu'ils allaient faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et en fait, ils se rendent compte qu'une startup, comme n'importe quelle entreprise aujourd'hui, et ça sera un petit peu la conclusion, elle est obligée de gérer en mode projet, tout simplement. Et que c'est bien ça qui, à mon avis, va de plus en plus être la règle, puisqu'on parlait de droit, moi je parlerai de règle aussi, on va de plus en plus devoir fonctionner en mode projet, à la fois pour satisfaire des ambitions et les nouvelles générations qui ont envie de se faire des expériences et de pouvoir les monnayer facilement, et en même temps parce que l'agilité dont a besoin aujourd'hui le monde de l'entreprise, c'est effectivement lancer, gérer et puis récolter. Et tu géreras mieux et récolteras mieux si tu fais un accord où employeurs et salariés, ensemble, décideront. C'est ça la question. Notamment sur la participation. Une politique de rémunération mise en place par un accord de participation, c'est pas nouveau, mais c'est ce qu'on t'incite à faire davantage. Hélène. Ouais. Je te rappelle que tout à l'heure, tu avais pu parler. C'est maintenant que tu veux parler. Il y a beaucoup de choses ont été dites depuis, mais moi, il y a un mot que je viens d'entendre et là, il me résonne, c'est récolter. Alors, pour récolter, et ça, c'est ma maxime, il faut semer. Pardon. Merci, il y a de l'écho. C'est le troc de la soirée. Et justement, alors il y a la petite vidéo du début, c'est l'OIT, moi j'ai entendu Change the World. Et donc c'est intéressant. Enfin, on a abordé pas mal de sujets. On repart avec des pistes. Et grosso modo, moi je suis paumée en tout cas, parce que je me dis waouh, le chantier. Pour récolter des choses, il faut les semer. Et aujourd'hui, effectivement, les nouveaux visages du travail, il y a le cadre, faire évoluer le cadre, se projeter à 10, à 20, à 50, c'est important. Dans la vraie vie, en fait, nos partenaires sociaux, on parle du dialogue social, pour le vivre complètement depuis un mois maintenant dans l'entreprise France Télévisions, puisqu'on vient de passer à un CSE avec un accord d'entreprise qui décline des représentants de proximité désignés, pas élus, qui savent pas trop, et on a des partenaires sociaux qui ont eu des syndicats, qui ont eu du mal à aller chercher du monde. On n'a plus personne, donc c'est bien de signer des accords, il faut juste avoir du monde en face. La problématique que moi j'ai eue en tant que RH, c'est d'être sûr que j'avais du monde en face. Total des courses, j'en ai en Franche-Comté, j'en ai pas en Bourgogne. Donc il va falloir en trouver. Donc ça, c'est notre job au quotidien. Donc il faut semer aussi l'envie, et donc je reviens à ce que j'ai entendu qui était pour moi très porteur au début. Les nouveaux visages du travail. On a des personnes qui sont, Thomas l'a dit en début, en train de réfléchir à la fin de leur carrière professionnelle et à la suite. Et puis on a toutes les générations X, Y, Z, enfin Y derrière, on m'a dit là, qu'on peut pas perdre en fait, à qui on doit donner des graines, on doit leur donner la possibilité de semer des choses, de tester des choses. Et moi je crois qu'aujourd'hui on a surtout intérêt à pas se mettre dans le carcan
On a des gens qui doivent y réfléchir, mais surtout nous, RH, et pas que RH, mais managers, de pas se mettre dans le carcan de voilà, mon Dieu, si on fait ça, ils vont nous attaquer au prud'homme, etc. Non, donnons-nous la liberté, certes, d'y penser, d'être un peu parano parce qu'il faut l'être, mais en même temps de tester des choses. Et pour récolter, il faut semer, et il faut qu'on se donne cette créativité-là, que les jeunes ont. Parfois sont les codes de l'entreprise, que les codes de l'entreprise doivent arrêter de penser que c'est la pensée officielle aussi. Il faut qu'on arrive à être en décalage par rapport à ça. Il faut qu'on se bouge, nous, RH, pour penser autrement. Et c'est pas parce qu'on a des années qui passent, c'est pas parce qu'on a plus 45 ou 50 ou je ne sais quoi, qu'on n'a pas le droit de se remettre en question. Semons, ou permettons de semer des choses, dans le dialogue social aussi, avec les managers, parce que le sens du travail, c'est le sens de la vie. Et moi, j'ai trouvé ça très porteur. Enfin, je fais un peu fleur bleue, mais le petit pitch du début. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et ils le disaient. Travailler, c'est la vie. On vit. Travailler, c'est la vie. Et combien ils ont dit là ? Combien il y avait de travailleurs dans le monde ? Sans venir sur la qualité. Donc, voilà, moi j'avais très envie d'exprimer ça parce que ça me fait peur tout ce droit du travail. Moi, je suis pas juriste, hein, donc et j'ai envie qu'on soit fun un peu quand même. Enfin, il faut qu'on. Tu as l'air de dire que le droit du travail n'est pas fun. Ah mais alors si, puisque il est important, vous en témoignez. Il est important, il est capital, on a des professeurs émérites pour ça. Faut juste pas qu'on se prenne la tête tous les matins quand même en se disant oh mon Dieu, est-ce que je fais dans le cadre ou pas dans le cadre ? Non, il faut penser hors cadre. Voilà, en tout cas, faut pas non plus avoir peur du droit du travail, puisque généralement, et on l'a vu, les juristes sont un peu plus conservateurs que les initiatives qui viennent. Donc généralement, le droit vient lui restructurer, réencadrer, lever de l'insécurité juridique. Et c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des juristes, des professeurs de droit et des magistrats et des avocats. Ce sera mon dernier mot. Je reprendrai une citation d'un partenaire CFDT qui était présent lors des assises. C'était de dire, et je le dis à tous ces jeunes qui sont en master RH, vous avez choisi la bonne filière puisque les questions RH sont les questions stratégiques aujourd'hui dans l'entreprise. Ça n'a pas toujours été le cas et ça n'a pas toujours été perçu comme ça jusqu'à présent, mais on voit qu'il y a un gros enjeu de performance pour les entreprises sur la manière dont on manage, sur la manière dont on laisse de l'empowerment, comme on dit aujourd'hui en bon français, en tout cas des marges de manœuvre et qu'on travaille en équipe projet. Et c'est vraiment le DRH, les RRH en entreprise qui sont une vraie courroie de transmission et de décloisonnement sur ces sujets-là. Et c'est ceux aussi qui ont du temps, alors pas forcément du temps pour eux-mêmes, mais en tout cas du temps pour avoir cette hauteur de vue que parfois les managers n'ont pas parce qu'ils sont sur d'autres enjeux. Donc je pense que vous avez choisi la bonne filière. D'autant que les métiers RH sont a priori pas prêts d'être remplacés par des robots. Et je le dis sans ironie, mais il y a beaucoup de métiers, moi je parle du mien par exemple, le métier d'avocat, c'est mon avis, il n'est pas forcément partagé par tous mes confrères, mais je pense qu'à 15, 20, 25 ans, on va perdre 20-30% des effectifs d'avocats. Alors il y aura d'abord parce qu'il y a beaucoup moins de litiges, mais tout le conseil, tout le wording, tout ce travail sera fait vraisemblablement, je ne sais pas si c'est 5, 10, 15, 20 ans, par des machines. Mais si je puis me permettre, la justice prédictive, bien sûr, nous fera gagner du temps, mais la bonne question, la qualification, c'est encore le juriste qui la posera. Moi, j'y crois pas à la justice prédictive. Je crois à la justice statistique. Mais on est d'accord. Mais la justice, donc, du coup, faudra justice prédictive, alors je ne sais pas si au sein de ce master RH, il y en a qui se destinent à faire le métier d'avocat, mais la justice prédictive, alors, on en entend beaucoup parler, un peu moins là. Mais moi je vais plaider à peu près une fois par semaine. Le nombre de dossiers où le lundi, je me dis, je vais le perdre. Le mercredi, je me dis, je vais peut-être le gagner. Et que le jeudi, je dis, non, en fait, c'est la cata, et que le vendredi, je le gagne. Ou je le perds, d'ailleurs. Je caricature un peu, mais il y a trop d'humains
dans cette activité judiciaire. Je parle du travail. Je parle du prud'homme. Mais on peut quand même, et avec les ordonnances Macron, on peut aujourd'hui quantifier et anticiper le risque financier. Aujourd'hui, quand on licencie pour une cause qui est peut-être pas réelle et sérieuse, on est capable aujourd'hui de dire ça va coûter tant. Et donc, on peut quand même aujourd'hui anticiper le risque. Ce qui était l'objectif pour rassurer, c'était cette disposition. À mon avis, il faudra revenir dessus quand même, pour 2 raisons. D'abord, ceux qui sont en bas de la grille. Vous avez quelqu'un qui passe 15 ans dans une boîte, qui démissionne, qui rentre dans une boîte et qui se fait licencier comme un malpropre au bout de 18 mois, il a globalement que ses yeux pour pleurer, alors qu'il a pris l'initiative. Le préjudice pour lui est énorme. C'est-à-dire qu'il a pris un risque dans une boîte, pour aller dans une boîte, il se fait shooter, et donc là, le préjudice est dingue. À l'inverse, vous allez avoir quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté, qui s'est fait licencier, qui a retrouvé un job un mois après. Le gars, il a 0 € de préjudice économique. Donc là, il y a des choses qui devront être vues. Mais globalement, après 2 ans, les barèmes Macron ont repris globalement ce qui se faisait. Samuel, c'est l'heure. J'ai le droit. La parole au chef. Rebonsoir à tous. Et vous voyez que les sciences de gestion sont très ouvertes sur d'autres disciplines, parce qu'on a beaucoup parlé, forcément... On a écouté beaucoup de juristes, en tout cas les 3 animateurs, puisque vous êtes restés debout tout le long et je tiens à vous remercier. Vous avez eu plutôt un angle juridique, au moins au tout départ, et on a très vu d'ailleurs qu'il y avait besoin d'autres approches. Et donc moi, mes quelques mots de conclusion viendront peut-être de façon plus iconoclaste aborder d'autres thématiques que le seul angle juridique. Je pense que l'angle psychologique, sociologique, économique, managérial, c'est aussi une approche, et on a tout intérêt à nourrir avec nos disciplines respectives ces réflexions. Alors j'ai entendu il faut semer, donc j'adhère à ce que Hélène évoquait, et je pense que pour semer, il faut s'aimer aussi. Et donc au-delà de la sonorité proche, je voulais sans doute qu'on puisse évoquer davantage le monde des émotions, des sentiments, l'empathie, la générosité, la bienveillance. Et donc le droit du travail, le législateur peut faire beaucoup de choses. On en a besoin pour identifier les responsabilités, pour pouvoir sans doute avancer sur des grands sujets de société, notamment pour le droit du travail, pour réguler cette question du travail. Mais si on pense au fonctionnement des entreprises, et on pense avant tout à de l'interrelation, et dans les clés de succès des entreprises aujourd'hui et encore plus tard demain, c'est sans doute cette dimension relationnelle qui sera décisive. Et ça veut dire qu'on a un autre regard à avoir, sans d'ailleurs que je puisse apporter une réelle valeur ajoutée. Je n'ai pas cette prétention. Je voulais qu'on remette peut-être aussi l'humain au cœur de tout ça, et qu'on se dise, comme à l'image de la première vidéo, de la très, très bonne introduction de la commission Café RH, c'est quel futur nous voulons pour le travail. Et c'est en fait à nous de décider. Ou alors on peut choisir de se comporter comme des robots. Et quand vous dites qu'on a besoin des DRH parce que c'est pas des robots, etc., on peut être un DRH et se comporter comme un robot. Et là, c'est pas sans doute ce qui va magnifier la fonction. Mais ces robots, c'est nous qui allons devoir les piloter, les encadrer, les faire fonctionner. Et donc, c'est la responsabilité de tout un chacun de contribuer à un avenir meilleur. Alors, changer le monde ou quel futur nous voulons pour le monde du travail. Bien sûr, c'est peut-être un peu ambitieux de dire que chacun de nous a le pouvoir de faire changer les choses, mais je pense qu'on le détient très largement sans le savoir. Et en tout cas, par certains leaders d'opinion, on peut influencer l'avenir. Et je vous remercie pour votre contribution à ce chapitre, parce que je pense que vous contribuez à embellir le futur du travail par vos réflexions. J'ai bien compris que c'était qu'un début. Moi, je retiendrai l'idée d'avoir la main sur son destin professionnel. C'est-à-dire que de plus en plus, on a eu quelques témoignages de jeunes générations. Cette idée du travail subi et me semble de plus en plus décalée, et peut-être que on peut s'en plaindre et se dire moi, dans mon temps, quand j'étais plus jeune, j'ai accepté de travailler sous contrainte pendant très longtemps. Qu'on le regrette ou non, c'est fini.
les jeunes générations qui cherchent du travail ou qui vont se créer leur propre travail vont essayer d'atteindre un équilibre que n'ont peut-être pas su faire leurs aînés. Alors, ça veut dire que toutes les parties prenantes doivent être prises en compte pour voir comment s'adapter à ces nouvelles attentes, à ces nouvelles évolutions. J'ai trouvé un terme japonais, je reviens du Japon, alors c'est même pas là-bas que je l'ai rencontré, mais la notion d'ikigai, c'est l'idée de joie de vivre et pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qui fait qu'on peut être animé de sentiments positifs et de contribuer justement à un monde meilleur. C'est, si on renvoie à la question du travail, c'est qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on sait faire, et ces compétences-là, je pense qu'elles sont intéressantes. Michel, tu as tout à fait raison. De quoi le monde a-t-il besoin ? On doit aussi se poser cette question de l'utilité de ce que l'on fait pour le futur, pour nos futures générations. Et puis, ce pourquoi on nous paye. Parce qu'il va falloir, bien évidemment, au-delà de ses propres projets, de ses aspirations, il faut survivre. Et c'est pas toujours très simple. Il faut quand même qu'on puisse être rétribué. Et si on a la chance d'avoir des talents ou des compétences valorisables, ça sera plus facile que si on peine à trouver une distinction dans ce qu'on peut apporter à l'autre, à autrui. Et donc, c'est au croisement de ces 4 questions ou de ces 4 points que l'on peut trouver des solutions pour, à mon sens, les nouveaux visages du travail de demain. Donc, vous avez abordé, repris un certain nombre de thèmes. Alors, c'est vrai que je me suis un peu mélangé. Quand tu as annoncé qu'on passait au 2e, j'étais déjà au 2e, moi. Donc, parce que l'incubateur était une sous-partie voilà, de la première partie. Donc, je suis en général assez peu studieux, donc je m'en excuse. Mais au final, peu importe, parce que ces thèmes, on les a retrouvés, finalement, et c'est bien normal. 3 grands thèmes ont été abordés. Cette question du sens du travail, de l'avenir du travail. On a parlé de liberté, d'identité, d'enjeux identitaires. Beaucoup de télétravail. On a une petite parenthèse, mais ça veut dire comment se positionner par rapport à l'avenir du travail, quel sens lui donner, comment trouver de l'innovation sociale pour justement qu'on rencontre ces croisements entre nos 4 questions de l'ikigai. Vous avez parlé de liens de subordination, et ça m'a semblé presque en rupture. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas juriste, mais quand on parle de liens de subordination, j'imagine un monde triste avec des contrôleurs qui viennent vous engager à faire des choses, alors qu'on attend quelque chose peut-être de différent, l'entreprise libérée. Quand vous avez évoqué les dangers, on ne peut pas libérer tout le monde tout le temps, etc. C'est sans doute vrai, mais je pense que ça demande à revisiter le droit du travail. Toutes ces nouvelles évolutions, les changements dans les unités de temps, de lieu, demanderaient un dépoussiérage du droit du travail, à mon sens. Ça a peut-être commencé, je vais peut-être aller d'emblée sur le 3e thème, le dialogue social, mais c'est bien beau de parler d'accord avec des syndicats, etc. Mais les jeunes générations, les syndicats, ça les intéresse plus, ou pas beaucoup. Surtout dans les activités de service, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que le syndicalisme n'est pas utile, au contraire. Ça veut dire qu'il... Parce que, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est un sujet qui est assez sensible chez moi. En fait, oui, vous avez raison, la CGT, en 1946... il y avait 3 millions d'adhérents à la CGT. C'est parfaitement exact. Pas que des retraités. Et aujourd'hui, non, bien sûr. Et aujourd'hui, le taux de syndicalisation, il est ridicule. Il est de 3%. Si on voit le dialogue social et si on voit l'attrait qu'on peut avoir pour le monde syndical par ce chiffre, on se trompe. Pourquoi ? Parce que dans les entreprises, ça vote. Et ça vote à 70, 80, 85%. Et oui. Et ça vote pour qui ? Ça vote pour des gens qui ont des couleurs syndicales. Oui, je suis assez d'accord. Voilà, donc vous m'avez pas permis de terminer. Je le déplore. Je constate simplement que les appareils syndicaux ne représentent plus facilement les aspirations des jeunes générations au travail. Qu'il y a un décalage, c'est sans doute dû aussi au fonctionnement à la française. Où on délègue quelqu'un pour aller négocier avec le patron et on se désintéresse ensuite du processus en attendant simplement le résultat, puisqu'on sait que quand il y a un bon résultat, tout le monde va en bénéficier.
Et donc, on a un système qui déresponsabilise les salariés par rapport à ces questions. Et je pense que beaucoup de dirigeants seraient d'accord, au moins dans des petites structures, pour encourager un vrai syndicalisme constructif, une vraie responsabilisation quand on parle de démocratisation ou de démocratie sociale ou de dialogue social. On a sans doute besoin qu'il y ait davantage d'acteurs. On trouve très peu. Alors moi, j'ai un intervenant qui est directeur administratif et financier et RH dans des petites structures, et il a du mal à trouver des candidatures quand il y a des élections. Donc peut-être que les gens vont voter, mais pour trouver des personnes qui acceptent de s'engager, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, en tout cas, il me semble qu'il y a un certain décalage entre ce que l'on peut faire remonter, médiatiser comme accord de grandes entreprises, et puis cette réalité du monde du travail. Ce qui ne veut pas dire que je partage ces constats sur la désaffection et la crise du syndicalisme, le vieillissement des responsables syndicaux, peut-être aussi la perte de sens dans l'engagement syndical, parce que les aînés y trouvaient des batailles de tous les instants, un engagement de vie, et qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'avoir cette espèce de foi dans le syndicalisme. Alors, vous avez évoqué avec succès ces 3 thèmes. Ça a permis, à mon sens d'ailleurs, d'apporter beaucoup de choses intéressantes, même si on a beaucoup plus parlé au départ du premier thème que des 2 autres, vu l'heure qui tournait. Pardon ? Tu nous corriges là. Hein. Ouais. Non, pas du tout. Sur l'intelligence artificielle, je vous incite à aller sur Google et que vous tapez Moral Machine. Vous allez avoir accès à un site qui permet de jouer à ce dilemme du trolley et de voir si vous allez sauver soit les piétons, soit les passagers d'une voiture autonome. Et vous pouvez même faire varier les scénarios, inventer vos propres configurations. Et ça nous amène à comparer des vies humaines où entre la vie d'un homme, d'un animal, la vie d'un sportif, la vie de quelqu'un qui est sur la fin de sa vie. C'est extrêmement intéressant. Ça a au moins un mérite, c'est que ça amène à un questionnement personnel. Et dans ce domaine de l'éthique, qui est l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est bien la conscience de chacun qu'il faudra sans doute prendre en compte pour essayer de faire avancer ces questions. Et alors, le droit du travail, là-dessus, moi, j'avoue humblement que c'est pas du tout ma spécialité. Mais là encore, bien sûr, il faudra que le droit, comme tu l'as évoqué à juste titre, le droit se positionne. Alors, ces différents éléments, ces différentes thématiques ont montré qu'il y avait beaucoup de travail pour le législateur. Donc, pour les personnes qui se disent qu'ils auront de moins en moins de causes à plaider, etc., je pense qu'il va y avoir bien évidemment une réorientation des activités en stratégie, en sciences de gestion. On connaît bien ces évolutions, c'est le lot des entreprises. Donc, aux juristes, effectivement, d'essayer de voir comment s'adapter. On en aura forcément toujours besoin, peut-être encore plus besoin qu'avant. Et on peut imaginer que l'avenir du travail, les visages du travail de demain, c'est une thématique qui est hyper large. On l'avait évoqué au départ, on l'a vu ce soir. On a peut-être apporté peu d'éléments de réponse, mais on a soulevé beaucoup de questions extrêmement intéressantes qui donneront lieu à des pistes, ou en tout cas on pourra trouver des embryons de solutions et voir comment faire évoluer nos réflexions sur ces thèmes. Alors je suis un peu le Jean-Claude Duss de la conclusion, parce que c'est le 35e Café RH, donc c'est l'art de conclure sans vraiment conclure. Et pour vraiment conclure, je pense que je vais passer à des remerciements. Donc, je vais appeler à mes côtés la commission Café RH avec Sid. Voilà. Sid, Scrat, Mani, Ellie, pour vous dire que Diego est très fier de vous. Donc on s'est tous donné des pseudos, en tout cas on nous a affublé pseudos pour préparer ce travail. On a passé beaucoup de temps à échanger et essayer de faire en sorte que ça se déroule de la meilleure façon possible. Donc un grand merci à vous pour vous être engagés dans une commission qui est quand même pas toujours simple à appréhender. Et vous en êtes très bien sortis. Bien sûr, j'ai été mal poli
mal poli parce que je devrais d'abord vous remercier, vous, Benoît et Thomas, pour avoir fait l'effort de venir vous encanailler en province. Donc c'est vrai que c'est pas très loin. Comme mais beaucoup de Parisiens, on vient de province. Hein. Voilà. Bon, ben ça va. Et donc un grand merci à vous. Les assises du droit social, finalement, c'est pas que des histoires à dormir debout. Donc merci pour votre contribution. N'hésitez pas à faire le lien avec le conseil social Franck Morel, parce que l'an dernier, on a eu Pierre-André Imbert comme parrain de la promo. On est allé visiter l'Élysée, donc on a très envie d'aller voir Matignon peut-être dans les mois à venir. Voilà, c'est ça. Alors, je voudrais remercier Cécile, notre animatrice qui excelle dans l'art de mettre en image et de donner du contenu à nos cafés RH. Un petit clin d'œil à Hélène Saint-Martin, parce que le contact avec Thomas et Benoît, c'est elle qui l'a établi, et c'était une très belle initiative. Merci bien sûr aux étudiants du Master de GRH, qu'on voit avec leur polo très corporate. Merci au Master 1 GRH qui est par là. Merci à vous tous qui avez su vous rendre présents, disponibles ce soir. Vous avez toute l'attitude pour exprimer vos avis à partir des documents, des petites feuilles que vous avez sur les tables. Donc pensez à nous faire un retour. C'est toujours très intéressant pour nous de voir comment on peut s'améliorer. Je voudrais aussi remercier l'équipe audiovisuelle de l'Université de Bourgogne. Vous avez apporté une vraie valeur ajoutée à ce café RH. J'ai eu des tentatives de connexion de partout, de personnes qui me disent qu'un peu partout, ils ont suivi nos débats. Donc c'est pour nous un moyen intéressant de développer la capacité à suivre ces cafés. Je vous donne rendez-vous le 7 février prochain, et cette fois, c'est plus le 35e, ce sera le 36e, mais c'est 10 ans de café RH qu'on fêtera, puisque le tout premier avait débuté en janvier 2009. Donc c'est une belle satisfaction, et on espère pouvoir renouveler dans les mois à venir les thématiques pour vous faire revenir, vous fidéliser, vous retenir avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Un grand merci à vous.